La blessure en tant que telle, c'est un manque d'amour. J'ai tout pour être heureux, je ne le suis pas. Je ne sais pas si l'objectif est de guérir. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence du RASO. Je suis Delphine Brosseau, directrice déléguée du RASO, et je suis en compagnie de Bénédicte Sillon. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir Delphine, merci de votre accueil. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le RASO, c'est l'Association des aînés et anciens guides scouts d'Europe. Donc, c'est une association qui a 4-5 ans maintenant. Et le but de cette association, c'est d'accompagner chacun dans la fidélité à sa promesse et de faire rayonner le scoutisme aussi dans la société civile et d'accompagner chacun, de faire connaître, d'accompagner chacun autour de ces valeurs scouts qui font du bien à tout le monde, aussi bien aux anciens scouts, aux scouts eux-mêmes, qu'aux parents qui n'ont pas forcément fait de scoutisme, et voilà, tous ceux qui partagent ces valeurs-là. Et c'est pour ça qu'on propose un certain nombre de conférences pour accompagner chacun dans sa vie personnelle, spirituelle, professionnelle, etc. Et ce soir, nous sommes dans un cycle de conférences autour des relations. Nous avons commencé il y a 15 jours avec une conférence sur la jalousie et puis une conférence également sur la culpabilité. Et ce soir, nous sommes donc avec Bénédicte Sillon pour parler des blessures d'enfance. Alors, nous sommes parents, éducateurs, enseignants, formateurs. Nous avons tous à cœur de donner le meilleur à ceux dont nous avons la charge. Et pourtant, involontairement, nous avons été ou nous serons à l'origine de ce qui restera pour eux une blessure. Nous-mêmes, nous portons peut-être des blessures d'enfance causées souvent involontairement, voilà, par des personnes qui nous ont fait aussi grandir. Et donc, face à ces blessures d'enfance, l'objectif de ce soir avec Bénédicte, c'est de pouvoir les comprendre, déjà les définir, de pouvoir les comprendre et petit à petit de rentrer dans comment dire, voilà, dans ces pistes de guérison, ces pistes aussi pour savoir voilà, comment on réagit en tant que parent, comment on réagit face à nos propres blessures aussi. Nous allons faire cette petite conférence sous forme de conversation entre Bénédicte et moi-même pendant une quarantaine de minutes. Et puis ensuite, vous aurez la possibilité de poser vos questions. J'animerai cette petite séance de questions-réponses. Voilà, Bénédicte pourra répondre. Vous pourrez utiliser le petit onglet qui s'appelle questions et réponses Q&A en bas de votre écran. Vous pouvez aussi utiliser le chat. Je vérifierai les deux onglets. N'hésitez pas à poser vos questions pendant la conversation, quand ça vous vient petit à petit au fil du propos. Alors, voilà, l'introduction est faite peut-être sur le sujet, mais je vais peut-être vous présenter un petit peu plus, Bénédicte. Vous êtes donc psychologue clinicienne et mère de famille. Vous conjuguez depuis 25 ans votre vie professionnelle entre soutien psychique des adultes, enseignement et mission d'expertise. Et vous êtes l'auteur chez MAM du livre intitulé Les blessures d'enfance, les connaître sans remettre. Et c'est justement à partir de ce livre passionnant que nous avons bâti notre conférence. Alors, je vous propose de démarrer dès maintenant en vous posant peut-être la première question la plus évidente, qui est qu'appelle-t-on rigoureusement une blessure en psychologie? Quelles en sont les grandes catégories? Voilà, prenons déjà bien fait du sujet. Eh ben, on va bien prendre tête du sujet. Merci de la question Delphine et d'entrer directement dans le sujet. En fait, la particularité des blessures, c'est que ce n'est pas un sujet de psychologie. C'est-à-dire que voilà, quand on regarde la psychopathologie, quand on fait des études en psychologie, on ne nous parle pas des blessures. Non pas qu'on les ignore, mais que l'on regarde plutôt ce que les événements affectifs douloureux ont comme conséquence, comme incidence sur le fonctionnement psychique, c'est-à-dire la manière dont nous comprenons le monde, la manière dont nous interagissons avec le monde et donc avec les autres. Donc on voit les effets et notre boulot et notre job, il est de travailler sur les effets et à partir des effets et souvent les effets, alors il y a des effets adaptatifs qui sont positifs et puis il y a aussi des effets adaptatifs mais qui sont douloureux, pénibles et voire même problématiques. Et donc c'est là où nous souvent on intervient, en tout cas dans la partie clinique et thérapeutique, c'est pour tenter d'apaiser ce qui est souvent la conséquence de blessures. Et en fait, ça nous dit quelque chose d'important sur les blessures, c'est que les blessures, elles sont d'abord affectives. Et ce sont d'abord des blessures d'amour. La blessure, en tant que telle, c'est un manque d'amour à un moment donné où
j'avais engagé de façon plus ou moins consciente, volontaire, quand je suis tout petit, c'est évident que j'aime papa, maman, j'en ai besoin, quelle que soit d'ailleurs la réalité de ses parents, ils m'ont donné la vie, j'ai besoin d'eux tout le temps pour pouvoir survivre. Donc, et puis voilà, la nature humaine est ainsi faite qu'elle est faite pour aimer, donc spontanément, il y a de l'amour, mais ça n'empêche qu'en face, comme cet amour a été blessé de très longtemps, hein, voilà, un petit cours de catéchisme éventuellement, mais voilà, comme cet amour est imparfait, on va dire, chez chacun d'entre nous, un amour imparfait va effectivement générer à minima des froissements et le plus souvent malheureusement des blessures. Ça peut être des petites, ça peut être des petites stries, comme ça peut être des blessures extrêmement profondes. Mm. En fait, voilà, on est sur ce sujet-là, et c'est ce qui m'a amené aussi à réfléchir et à proposer une distinction peut-être plus claire que celle qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on voit la blessure partout. Mm. On parle de blessures un peu partout, à toutes les sauces, notamment dans tout ce qui est développement personnel, etc., mais pas uniquement. Et donc, la proposition que je fais, c'est de différencier ces blessures qui sont affectives, qui sont des blessures d'amour, des épreuves de vie voilà, qui nous tombent sur la tête, et qui souvent, enfin, qui peuvent être associées à des blessures d'amour, qui peuvent Mm. être conjuguées avec des blessures d'amour, mais qui n'en sont pas forcément. Et puis enfin, les traumas qui, eux, sont des réalités neurologiques, des situations qui laissent des traces neurologiques graves, qui amènent de la dissociation, on en reparlera plus tard. Euh, mais voilà, et donc c'est ces trois catégories qui très souvent sont associées dans les situations de vie. Hein. Évidemment, on peut penser aux situations les plus graves d'abus, de violence par les parents. Évidemment qu'il y a des blessures dans l'affectivité, ça c'est sûr. Évidemment qu'il y a des épreuves parce que comment dire, c'est incompréhensible, ça demande énormément de ressources pour continuer à travailler, à investir à l'école, etc. Et puis la violence, et en particulier quand elle est sexuelle, génère du trauma. Très souvent, on a une conjugaison des trois, mais Mhm. conjugaison ne veut pas dire boogie-boogia. Mm. Vraiment trois points différents. Alors, autre question. euh, alors, il me semble presque évident, mais pas tant que ça finalement, qu'il y a une distinction entre blessure d'enfance et blessure d'adulte. En quoi cette distinction est-elle importante? Merci de cette question. Oui, le bouquin et le travail, il porte d'abord sur les blessures d'enfance. La bonne et la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle nous concerne d'abord nous en tant qu'adultes. On porte nos blessures d'enfance. Et on est avec, et on s'en rend parfois même pas compte du tout à quel point en fait on est trimballe avec nous, hein, comme un perroquet sur l'épaule, ou comme un fantôme qui serait par-dessus nous tout le temps. Mais voilà, la grosse différence, pour revenir plus sur votre question, la grosse différence entre une blessure d'enfance et une blessure d'adulte, c'est que quand je suis enfant, je suis immature, par définition, une enfance privée de parole, je suis immature, je n'ai pas les capacités à faire face à la vie, à comprendre aussi, il me manque les mots. Alors on va me dire, oui, mais à 12-13 ans, on a les mots, et même peut-être avant. Oui, mais à 12-13 ans, on n'a pas encore complètement les capacités d'abstraction. Le cerveau continue de se développer jusqu'à 25 ans. Donc l'enfance, en fait, c'est beaucoup plus long que ce qu'on peut se dire. Voilà, l'adolescence est encore un processus, est encore une étape d'enfance parce que toutes les zones corticales ne sont pas développées, et notamment celles qui concernent la régulation émotionnelle. Et donc, qui dit régulation émotionnelle, dit affectivité. Donc ça, c'est vraiment un point central qui va derrière générer une réalité qu'on connaît tous, qui est la vulnérabilité. Quand je suis un enfant, parce que toutes mes aptitudes ne sont pas développées, je suis vulnérable, donc je dépends de l'adulte. Donc ce que je vais recevoir de l'adulte, et a fortiori de ceux qui sont les plus proches de moi, va forcément avoir un impact positif et négatif. Voilà. Donc le positif quand les choses sont bonnes, ajusté, accordé à mes besoins, négatif quand ce que je reçois n'est pas adapté à mes besoins. Ça peut être vraiment un manque, on ne répond pas à mes besoins, ou inajusté. J'ai besoin de dormir, on me donne à manger. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas, on ne sait pas être sensible. Alors parfois c'est tout à fait involontaire, inconscient. Ça peut être des troubles psychiques qui amènent ça aussi. Et parfois c'est entre guillemets plus un manque de disponibilité, un manque de tranquillité. Et voilà, savoir discerner est-ce que c'est maman qui m'aimait pas assez ou pas, machin, c'est très délicat. Mais en tout cas, pour l'enfant, il y a quelque chose qui est douloureux, effectivement, qui n'est pas forcément ressenti comme tel parce qu'il n'a pas cette capacité verbale à se dire ah, j'ai mal quand maman me donne pas à manger ou me donne à manger alors qu'en fait, j'aimerais être dans ses bras et dormir.
mais ça n'empêche que le corps, lui, sent ça et se travaille tout le temps avec. Et ça, c'est la deuxième particularité qui est vraiment importante, c'est qu'en fait, quand je suis un enfant, comme je n'ai pas ces capacités de verbalisation, de mentalisation, pardon, de prise de distance, eh bien, je suis d'autant plus vulnérable que je ne peux pas dire non, mais là, ça ne va pas ce que tu me fais là. Attends, là, c'est douloureux. Aïe. Ah, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand je suis un adulte et qu'on m'a fait mal, je vais pouvoir nommer les choses. Parfois, ça va permettre d'ailleurs de résoudre le problème. Mais attends, quand tu me fais ça, aïe. Attends, mais quand tu me parles comme ça, waouh, je suis pas, je suis pas tranquille du tout. Ou bien, bah, écoute, tu sais quoi, tu as fait ça, moi, je prends un pas de côté. Voilà, on peut être capable de ça quand on est un adulte. Quand on est un enfant, beaucoup moins. Et et comme en plus le cercle des gens qui s'occupent de nous et avec lesquels on vit est plus restreint, on a aussi d'autant moins d'opportunités, d'une certaine manière, de pouvoir trouver des ressources extérieures, d'autant plus qu'elles sont toutes très liées les unes avec les autres. On sait très bien quand on est un enfant que les parents discutent avec la maîtresse, avec le directeur de l'école, avec le prof de foot. Tout ça, c'est un écosystème dans lequel moi je suis le petit, avec des grands machins tout autour. Voilà. Donc la blessure, dans ce contexte-là, elle a, oui, bien plein de manières d'être très différentes que lorsque je suis un adulte. Après, il y a quand même une nuance que j'apporterai qui me semble importante, c'est que là où je suis très blessée, et notamment là où je suis, et par ailleurs, là où je suis traumatisée, là, quand je suis un adulte, la partie de moi qui réagit quand ça se met en résonance, c'est l'enfant. En fait, dans l'adulte que je suis, il y a des moments où c'est pas l'adulte blessé qui réagit, c'est l'enfant blessé que je porte avec moi et qui, pouf, sort, voilà, et qui s'exprime. Oui, très bien. Donc c'est là où c'est aussi pour ça que parler des blessures d'enfants aux parents, aux adultes, enfin, aux adultes en général et aux parents en particulier, et aux éducateurs, c'est important. Ouais. Parce que d'une certaine manière, tant que je ne suis pas un peu au clair, un peu connectée et que j'ai pas pris soin, on reviendra sur la question de guérison après, mais pris soin des blessures d'enfance, il y a des parties de moi qui vont réagir encore comme un enfant. Et je ne vais pas non plus être forcément très capable d'être en empathie, d'être en résonance avec, avec les enfants et notamment les lieux où les enfants sont blessés. Ouais. Des directs, pas juste. Alors, en quoi la blessure est-elle différente du traumatisme? On parle en effet de plusieurs termes qui peuvent être bien de préciser et de bien distinguer. Alors, je vais définir le traumatisme, comme ça permettra de voir la différence. Qu'est-ce que c'est qu'un trauma? Un trauma, c'est la conséquence neurologique, d'abord, avec plein d'incidences corporelles, affectives, etc., mais d'abord neurologique, d'une situation qui est trop vulnérabilisante pour la personne au moment où elle l'a subie. Alors, ça fait une définition qui n'est pas très simple, mais elle est importante. Enfin, les nuances sont importantes parce qu'il y a des réalités enfin, ça tient compte des réalités qu'on a observées. On a le trauma, il y a des scènes de personnes traumatisées qui sont décrites dès l'Antiquité, sur les théâtres de bataille de Napoléon. Donc, c'est quelque chose qui est bien connu. C'est quelque chose qu'on a surtout beaucoup étudié depuis la Seconde Guerre mondiale et aussi les deux guerres de décolonisation, enfin, voilà, que ce soit le Vietnam ou que ce soit l'Algérie, parce qu'on voilà, on voyait les médecins, les chefs voyaient, et puis les familles d'ailleurs aussi, voyaient des combattants, des hommes, hein, parce que c'était quand même quasi exclusivement des hommes, revenir avec de terrain de combat en étant extrêmement mutiques, qui semblaient être là mais pas vraiment là, qui faisaient des cauchemars, qui sursautaient à des choses qui étaient banales comme une porte qui claque, et des choses, enfin des comportements très étranges, incompréhensibles, et puis souvent aussi, et ça c'est notamment les Américains qui ont eu pas mal de statistiques et qui ont bien observé ça, un taux d'alcoolisme et de dépression extrêmement important chez ces combattants. Donc voilà, donc la recherche a commencé à se faire à partir de ça. Et, ce dont on s'est rendu compte au fur et à mesure, c'est que le sujet n'est pas 100% des personnes qui sont exposées à un accident très grave. Alors, on a régulièrement malheureusement des exemples, mais 100% des personnes qui vivent une chose extrêmement grave ne sont pas atteintes d'un trauma, et le trauma ne se voit d'ailleurs pas en tant que tel, hein, il se voit au travers de ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique, hein, le TPT,
c'est en anglais, il faut prendre des noms différents. Donc le syndrome traumatique, pour faire un peu simple. Pas du tout. Et certains, oui, pas d'autres. Et il n'y a pas de proportionnalité, il n'y a pas de lien de cause à effet entre la gravité des atteintes liées à la situation et la gravité du trouble psychique, du trouble, enfin, du trauma, du syndrome traumatique. Voilà, c'est pas parce que j'ai été très atteint physiquement ou que j'ai été au plus près de la menace que pour autant, c'est moi qui vais être le plus gravement atteint. C'est même parfois pas du tout ça. Mm. Donc ces incohérences nous amènent à voir qu'en fait, la question, ce n'est pas la situation en tant que telle, même si c'est sûr qu'il y a des situations qui sont à potentiel traumatique majeur, évidente, hein, attentat, accident, agression sexuelle, agression tout court d'ailleurs, hein, même accident de voiture, tout ça c'est potentiellement des traumas. Pourquoi? Parce que la rapidité, la violence, l'intensité de la situation me confronte à une vulnérabilité. On dit souvent, on parle de l'effroi de la mort. Voilà. Et du coup, ça fait quelque chose qui est un peu réducteur aujourd'hui. Voilà, on dit des choses un petit peu différemment. Très longtemps, on disait, voilà, c'est la confrontation à la mort parce que la mort était irreprésentable pour l'homme. C'est vrai, c'est un petit peu plus subtil que ça parce que derrière la mort, en fait, c'est toutes les, enfin, plein de gens disent non, mais moi j'ai pas été confronté à la mort. Voilà, j'ai vu la voiture partir en tonneau, j'ai eu très peur. Ouais, mais en fait, il y a bien eu quelque chose qui n'était pas exactement la mort, mais qui était un sentiment de vulnérabilité. C'est pour ça que j'utilise ce terme-là aussi. C'est qu'on voit bien que ça nous renvoie à l'enfance. Ce que j'évoquais tout à l'heure, la très grande vérité. Donc, quand il se passe ça, il y a le cerveau disjoncte, un peu comme un compteur à gaz, enfin comme un compteur électrique, pardon. Il disjoncte pour protéger tout ce qui peut être protégé, exactement la même fonction qu'un disjoncteur dans un tableau électrique pour une maison. Et comme dans une maison, ça va permettre de protéger un certain nombre de choses, mais pas forcément tout, parce qu'il y a des choses qui vont sortir du système. Voilà, et il va y avoir des plombs qui vont sauter. Encore, nous, voilà, quand on a un tableau électrique, on va pouvoir les remplacer. Dans le psychisme, on peut pas. Ça ne sort pas, ça reste. Et ça reste, et ça fait un peu comme des électroniques qui viennent régulièrement télescoper, rencontrer la planète, et qui suscitent ces sursauts, ces moments voilà, d'hypersensibilité ou de hyper-réactivité, alors qu'on ne sait même pas parfois pourquoi. Hein. Parfois, c'est très clair. Ah oui, c'est la même odeur. Ah oui, mais c'est parce que c'est la même situation. Je remonte dans une voiture, c'est pas, je repasse à cet endroit-là. Parfois, c'est très explicite. Souvent, c'est beaucoup moins clair. On ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, le système se met à flamber comme ça. On est tétanisé comme si on était reparti en arrière. Ou on se met à trembler. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a un détail, il y a quelque chose qui a fait lien avec la situation. Ça amène le deuxième point du traumatisme qui est important, qui est très différent d'une blessure affective. Une fois de plus, les choses se conjuguent quand même souvent. Le deuxième point, c'est que le traumatisme amène une déconnexion du temps. Le temps s'arrête. Voilà, quand quelqu'un qui a vécu un choc réel, hein, dans le réel très fort, il peut être vraiment désorienté. Parfois, il ne se souvient même plus de son prénom. On le voit hein, dans les images, notamment les attentats, etc. On voit des gens qui peuvent être hébétés, qui ne savent plus où ils sont, combien de temps ça a duré. D'ailleurs, ils disent très volontiers, hein, ils disent, je ne sais pas si ça a duré 30 secondes ou 3 heures, en fait, ou peut-être 3 jours, j'en sais rien. Le temps s'est arrêté. Et cette rupture du temps, elle est un des symptômes du trauma qui reste très longtemps et qui fait aussi qu'il y a des reviviscences en permanence. Le temps, c'est comme si le temps s'est arrêté et se baladait, et que cet événement-là se baladait tout le temps avec nous, hein, et qu'il n'était pas remis dans une biographie, dans une histoire, dans le sens aussi donc ça, c'est vraiment spécifique au trauma. On appelle ça la dissociation. Ça peut générer assez habituellement un sentiment d'irréalité. Alors tout ce qui est syndrome classique, enfin, habituel, fréquent et peu discriminant, que sont les cauchemars, la perte d'appétit, l'anorexie, des addictions, la dépression, enfin des tableaux qui sont non discriminants, hein, parce que ça peut être tout à fait ça, comme ça peut être autre chose qui est à l'origine. Même si aujourd'hui, de plus en plus, on se dit, ah, quand même, peut-être que c'était du trauma, alors peut-être pas le trauma, et peut-être pas eu des accidents, mais peut-être plein de petites choses un peu très vulnérabilisantes, notamment dans l'enfance. Hein, plein de situations dans lesquelles, en fait, j'ai été confrontée à un sentiment une perte de sécurité à l'intérieur de moi, assimilable, semblable à celle qui serait la mienne si j'étais un adulte. Simplement, comme je suis tout petit, comme je suis très vulnérable, comme je suis très au contact des gens et que je dépends beaucoup d'eux, et bien de ce fait-là, je suis en fragilité.
Voilà. Et donc, voilà, il y a une réflexion aujourd'hui quand même beaucoup hein, sur ce qu'on appelle les traumas complexes, alors qui fait débat, hein, c'est une science, et comme toutes les sciences, la psychologie évolue, et voilà, voilà, dans 20 ans, il y aura peut-être des choses encore différentes, mais on a aujourd'hui une compréhension du trauma beaucoup plus subtile et large que celle qu'on avait il y a encore 15 ans ou encore 20 ans. Donc, quand je faisais mes études, on parlait beaucoup déjà du trauma simple. Le trauma complexe, on en parlait quasiment pas en l'espace de 20 ans. 20 ans, les choses ont pas mal évolué. Donc ça, c'est le trauma. Donc on a des symptômes non significatifs, et puis on a cette fameuse dissociation que j'évoquais très rapidement. La dissociation, un sentiment d'irréalité. Je suis pas sûre que ce que je vis soit réel. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar, dans le flou, dans le brouillard. Ou bien, ok, ce que je vis, c'est bien réel, mais en fait, c'est moi, j'ai l'impression que c'est pas moi. Je vois quelqu'un qui est en train de. Enfin, j'entends une voix que je sais être la mienne, mais ça me paraît bizarre. Je suis pas sûre que ce soit vraiment moi. Euh, ou bien je fais des choses et je me dis, mais comment est-ce que je fais des choses comme ça? C'est pas normal, ça m'échappe, hein, comme si une partie de moi-même s'échappait, et que j'en étais plus ou moins observateur. Parfois, j'en suis pas du tout observateur. J'ai plus aucun contact avec moi-même. Je suis étrangère moi-même. Voilà. Et ça, c'est vraiment typique de la dissociation. Et ce qu'on n'a pas dans les blessures. Quand j'ai été blessée affectivement, quand l'amour que je porte à quelqu'un est blessé, je ressens de la douleur, je ressens de la tristesse, je peux ressentir de la colère aussi, voilà, mais je ressens des sentiments. Alors que dans le trauma, enfin, les sentiments, il n'y en a pas, d'une certaine manière, notamment parce que qu'est-ce qui permet de faire un sentiment? C'est l'intelligence, et l'intelligence, c'est la capacité, c'est le cerveau qui traite de l'information. Alors, je mélange pas la philosophie humaine et la psychologie, mais quand même, enfin, pour qu'il y ait de l'intelligence et donc de la compréhension, et que donc derrière, je puisse d'ailleurs avoir de la volonté, il faut que j'ai un substrat corticales qui se soient mobilisées. Or, un certain nombre de zones corticales ne sont pas sollicitées quand il y a du stress très important, donc quand il y a la situation traumatique, hein, une sorte de déviation de l'information sensorielle pour réagir au plus pressé, être en mode réflexe d'une certaine manière. Et en faisant ça, bah, du coup, j'ai pas de pensée. Alors que quand je suis blessée affectivement, et que la blessure que je reçois et que je vis, et comment dire, et d'une intensité, et me met dans une vulnérabilité qui n'est pas telle qu'elle génère du trauma. Et c'est là où les choses vont se connecter chez les tout petits. Et ben, je vais ressentir des choses et je vais pouvoir les nommer. Le problème, c'est que quand je suis tout petit, et ben, maman qui me crie dessus, alors c'est un peu facile, ou papa qui revient en ayant des propos un peu incohérents parce il a un peu trop bu, une fois de plus, et ben ça, et qui du coup m'envoie balader parce que je suis sur son passage ou que j'ai pas rangé mes chaussures, et ben là, on peut avoir quelque chose qui commence à ressembler à du trauma, voire qui devient carrément traumatique. Et c'est là où c'est difficile. C'est-à-dire que chez les tout petits, et chez l'enfant d'ailleurs, hein, parce que je dis du tout petit, mais chez l'ado de 12 ans, on peut avoir aussi ça. Hein. Enfin, c'est de la même manière. Et une fois de plus, le cerveau, il se termine, il s'achève, il se parachève après 20 ans. Donc, tant que je ne suis pas complètement construit, il y a une vulnérabilité qui fait qu'un certain nombre de situations que je pourrais gérer si j'étais vraiment aboutie, gérer sur un mode purement affectif, vont venir fragiliser des édifices psychiques. C'est là où ça s'articule. Pour autant, c'est pas la même chose. Très clair, merci beaucoup. Alors, on va commencer à rentrer un petit peu dans les pistes. Déjà, comment repère-t-on que notre comportement est issu d'une blessure d'enfance? Euh, Quand je dirais ce qui nous met sur la piste, alors après, je vais être plus large que la blessure d'enfance. Ce qui nous met sur la piste, qu'il y a un truc qui ne va pas, et qu'il y a quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui n'a pas grandi, qui vient d'un endroit d'avant, c'est toutes ces réactions qui sont inadaptées, inappropriées et répétitives. Euh, Ça va euh, à chaque fois que je veux réussir, bah, je réussis pas. Voilà. Je mets tout en œuvre et puis paf. Alors au début, je vais invoquer les événements extérieurs, les circonstances extérieures, puis à un moment donné, je me dis quand même, il y a peut-être quelque chose qui. Enfin, je devrais me dire. Parfois, on se dit pas. Hein. Il y a des gens qui continuent à être dans l'échec tout le temps. Alors ça peut être l'échec professionnel, ça peut être l'échec personnel, hein, voilà, voilà, une relation, et puis une fois, ça s'arrête, puis une deuxième fois, ça s'arrête, et puis je rencontre encore une fois des personnes, ça s'arrête, et à chaque fois, l'instruction d'un disque
déjà rayé là, qui Mm. recommence, c'est ah purée, c'est de nouveau. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous dit que ça vient d'avant. Si je suis dans mon état d'adulte, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas et je corrige. Quand je fais une erreur, si je suis en mode adulte, je vois l'erreur, je vois le problème et je le traite. Et donc la fois d'avant, ça fait autre chose. Parce qu'en plus, j'ai toutes les capacités cognitives, corticales et les ressources extérieures d'ailleurs autour de moi pour faire en sorte que je sois capable de gérer, de réguler une erreur. Si je ne vois pas que quelque chose est en train de se faire et qui ressemble curieusement à ce qui s'est déjà passé une, deux, trois, 25 fois avant, même parfois quand on me le dit, parce que souvent l'entourage finit par dire un peu des choses, alors là, je sais que je suis plus dans l'adulte. C'est pas mon adulte qui est en train d'agir, c'est quelque chose de l'enfance qui reste. Donc il y a toutes ces choses qui reviennent régulièrement, toutes ces choses que je n'arrive pas à faire alors qu'il n'y a pas de raison. Le plus, j'ai envie de dire, le plus douloureux et le plus fréquent étant j'ai tout pour être heureux, je ne le suis pas. Qui vient souvent, hein, c'est vraiment quelque chose, voilà, j'ai tout pour être heureux. Et madame, j'en peux plus, enfin, je comprends pas, quoi. Voilà, alors j'ai coché toutes les cases, alors ça peut être très stéréotypé, mais voilà, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai un bon boulot, on a une jolie maison, voilà, mais je suis pas heureux et je comprends pas, et en plus, je me culpabilise parce que je devrais être heureux et je ne le suis pas. Et c'est et la douleur, elle est bien là, hein. Donc, et puis c'est incompréhensible d'une certaine manière, donc il y a une forme de honte. Donc là Mm. aussi, quand j'ai entre guillemets tout pour être heureux, bah, qu'est-ce qui entrave mon bonheur? Et Mm. là, c'est des lieux d'insécurité, c'est des lieux qui n'ont pas été baignés d'amour et de tendresse, et c'est là où on va pouvoir souvent parler de blessures d'enfance. Alors, c'est douloureux hein, parce que très souvent, j'ai l'impression, j'ai le sentiment d'avoir été aimée, d'avoir eu des parents, certes pas parfaits, mais bon, bah voilà, bah, comme tout le monde, quoi. Et ça n'empêche que c'est pas parce que mes parents ont fait, mes parents, alors je parle au sens très large du terme, hein, c'est un peu très réducteur, je voudrais surtout pas que les parents se culpabilisent. Alors, étant mère de famille, je porte ma part hein, de choses auprès des enfants, c'est sûr. Mais pour autant, quand je parle de parents, c'est des adultes autour de moi, au sens très large, sachant que on fait chacun, j'ai un petit crochet, mais je pourrais mettre en bandeau en haut. Chacun fait du mieux qu'il peut à chaque instant en fonction de ce qu'il pense être ses ressources internes et externes. Mm. Voilà, alors c'est pas on fait du mieux qu'on peut. Ah, je fais ce que je peux. Non, 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 non. Mon cerveau en permanence évalue et me propose la meilleure des solutions possibles selon lui. Voilà. Mm. Voilà. Et donc le sujet, c'est qu'effectivement, mon parent fait ce qu'il, mais les adultes autour de moi qui sont bienveillants, je veux dire, les adultes malveillants, il n'y en a pas tant que ça. Des adultes blessés parce qu'ils ont été des enfants et donc ils sont maladroits parce que là où vous avez vous avez le bras qui est abîmé, vous avez fait mal au bras, vous avez une énorme, voilà, j'en sais rien, vous êtes coupé le bras, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre bras pour plein de choses. Et votre bras, il va être inutilisable. Et si vous essayez de l'utiliser, ça va être gauche, ça va faire des maladresses, ça va vous dire, et ben, vous faites la même chose intérieurement. Donc là, vous êtes blessé, ben, vous n'êtes pas très doué. D'accord. On est plus gauche, on est maladroit, voire même on est hop, 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 attends, ça fait trop mal. Là. Non, l'intimité, non, pas très peu. La confiance, oh, non, non, faut faire confiance à personne. La réussite, oh là là, oh non, non, je laisse ça aux autres. Oui, ça, c'est des réflexes d'enfant. Ça nous dit qu'il y a quelque chose qui vient de l'enfance. Et comme c'est des chaînes un peu sans fin, parce que je suis aujourd'hui un adulte et éventuellement un parent qui a été avoir un enfant, qui a été lui-même face à des parents, qui eux-mêmes ont été des enfants. Et là, on rentre dans le grand domaine de la psychologie transgénérationnelle. Voilà. Et voilà, donc, Anne Souchon-Berger a beaucoup développé, à juste titre, parce qu'on se trimballe aussi non seulement notre histoire, une partie de celle de nos parents consciemment, parce qu'on sait hein, quand même si euh, j'entendais quelqu'un, un abbé qui disait il n'y a pas très longtemps qu'il avait le sentiment qu'il y avait de moins en moins de transmission, de connaissances de nos parents au fur et à mesure des générations. Voilà. Et c'est vrai, ça me semble assez juste. Effectivement, aujourd'hui, on connaît ses parents, ses grands-parents. Au-delà, ça commence là. Et je vois que chez les jeunes, il y a même assez peu de connaissances des grands-parents, pour peu ils aient disparu un peu tôt ou qu'il y ait eu des séparations. Voilà. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'on porte quand même. Hein. Mm. C'est pas parce qu'on les connaît pas et qu'on les voit pas qu'on les porte pas. D'accord. Il y a même tout un domaine de la génétique qui s'appelle l'épigénétique,
On en parle rapidement dans mon ouvrage, mais qui montre qu'en fait, il y a des petites modifications, non pas d'ADN lui-même, mais de la façon dont l'ADN s'exprime ou pas, qui sont liées à des chocs, enfin, qui sont liées aux circonstances de la vie et notamment aux chocs. Donc, on se trimballe avec les petits chocs que maman a reçus, ou papa, ou grand-papa, et je les travaille avec moi. Donc, c'est vraiment, c'est très incarné, hein. C'est pas juste dans ma tête, c'est pas des fantasmes de psy qui ont que ça à faire, quoi. C'est vraiment très concret, enfin, ça à faire. Voilà, qui se fera un peu plaisir intellectuellement, dire oh, tout le monde va mal, moi j'ai besoin d'avoir un bon boulot. Non, c'est très concret et c'est très incarné et ça va jusqu'au cœur de notre humanité, hein, vraiment l'ADN et son expression. Eh ben justement, c'est une parfaite Euh, transition sur pardon, la prochaine question. Est-ce que justement les blessures d'enfance sont-elles inévitables? Est-ce qu'on a tous été, est-ce qu'on est tous plus ou moins blessés dans notre enfance? Voilà, je vais vous poser une petite série de questions qui vont certainement ensemble. Et, quelles sont les blessures vraiment, enfin, graves dont il est difficile de guérir? hmm. Enfin, à humanité blessée égale relation blessante. Donc, c'est à peu près sûr qu'on a été blessé à certains endroits. Après, blessé, ce que je disais tout à l'heure, au tout début, il y a l'égratignure, Ouais. qui est entre guillemets noyé, en tout cas soigné, apaisé, adouci par voilà, pour une égratignure, vous avez 4 kilos d'amour, ajusté, adapté, donc on ne se souvient pas. Enfin, voilà. Voilà. Pour autant que ce soit pas toujours la même égratignure qui revienne un peu toujours au même endroit, hein, quand même, parce Ouais. que hein, à force d'appuyer à un endroit, ça finit quand même, voilà, ça peut quand même finir par faire un appui quand même à tout le monde. Donc oui, c'est inévitable. J'ai presque envie de dire, ça nous rend aussi frères en humanité. Mm. C'est pas forcément non plus quelque chose de, voilà, c'est une réalité, elle est là. Après, il est évident aussi qu'on n'a pas tous été blessés pareil, hein. Ouais. Et que dire, voilà, on est tous blessés, oui, d'accord, mais enfin, il y en a qui ont été vraiment plus que blessés, qui ont été extrêmement abîmés. Et dans lequel l'amour a été transmis d'une façon tellement dysfonctionnelle, tellement violente, perverse, complexe, sous condition, que c'est toute l'affectivité derrière qui est elle-même abîmée et qui souffre, surtout d'abord. Ah, d'abord, elle souffre, enfin, elle est abîmée, donc elle souffre. Voilà. Donc, euh, voilà, je pense que oui, on a tous été plus ou moins blessés, on a tous connu, hein, voilà, une bonne, même ne serait-ce qu'une bonne copine qui nous tourne le dos, qui nous fait une crasse alors qu'on comptait sur elle à ce moment-là, ou un bon copain qui manque de loyauté, c'est une blessure, hein, d'accord? C'est pas grave, enfin c'est pas grave. Sur le coup, on pleure toutes les larmes de son corps et on pense qu'on sera plus capable d'avoir des amis. Déjà ça nous dit quand même ça quand on est là-dedans, on sait, c'est des blessures. Enfin, même si on dit oh, c'est pas grave, j'avais 7 ans, maintenant je suis grand, ouais, mais tu l'as connu à ce moment-là où tu avais le sentiment que il n'y avait plus personne qui t'aimait, que de toute façon tu serais seul au monde jusqu'à la fin de ta vie. Tu l'as connu ce moment-là, bah ça tombe bien parce que ça va te permettre d'avoir un peu d'empathie d'abord. Hein, empathie, c'est je sais reconnaître chez l'autre une émotion plutôt que de faire ton dur. Oh ça va dans la vie, je vais bien. Okay. So what? Enfin, voilà. Ça va aussi ouvrir à l'amour, hein, la question être blessé. Alors, je dis pas qu'il faut être blessé pour aimer, hein. Voilà. Alors, il a été très blessé par les humains, mais il a été tellement aimé, il s'appelle Jésus. Il avait l'amour avant d'être blessé, hein. Donc, bon, voilà. Mais pour autant, donc il n'y a pas forcément besoin d'être blessé pour aimer. Voilà. Mais par contre, c'est sûr que dans notre réalité humaine, euh, voilà, d'avoir conscience des endroits où on a pu souffrir d'amour, parce que c'est ça une blessure d'amour, c'est ça une blessure, hein. Souffrir d'amour, bah, voilà, ça peut nous rapprocher, ça peut faire un lien à un endroit particulier. Donc c'est sûr que les blessures les plus graves sont celles qui sont les plus précoces dans l'âge, parce que je suis le plus vulnérable, pour faire ce qu'on disait tout à l'heure. Plus je suis vulnérable, plus les blessures vont avoir d'impact, parce qu'elles vont enfin, elles vont nécessiter un ajustement psychique pour pouvoir continuer à vivre, va être lourd de conséquences. C'est dans ce sens-là où c'est très grave. Parce qu'en plus, oui, je l'ai pas nommé tout à l'heure, c'était un peu implicite, mais je le reprécise quand même. Euh, j'ai grandi, vous aussi, Delphine, et tous ceux qui écoutaient là, on a tous grandi parce qu'on a reçu de l'amour. Mm. J'aurais dû commencer par ça.
Voilà. Si on n'avait pas reçu un peu d'amour, même parfois un peu, même pas très ajusté, etc., on serait pas là. C'est les orphelinats romains, hein, qui nous le disent Oui, de façon dramatique, mais bien réelle. Un enfant dont on prend soin juste physiologiquement, une chance à couche, on lui met son biberon, voilà, c'est propre sous tout rapport, mais avec lequel il n'y a pas d'interaction. Et qui dit interaction, il dit intérêt. oui, Si j'interagis avec toi, je te dis je te dis que tu as de l'importance, je te dis que tu es aimable, je te dis que tu es une personne à part entière, je te considère pas comme le 25e de la série, quoi. Avant le 40e, en 40e, quand j'interagis avec toi, tout petit, je te montre de façon très concrète que tu es aimable. Je te donne de l'amour. Quand il n'y a pas ça, quand il n'y a pas ce soin spécifique, maternant, ce toucher, ce regard, tout ça, ça va ensemble. On voit très bien. Une maman, elle ne se contente pas juste de mettre le biberon dans le bec de son bébé quand elle va bien. Voilà, quand elle a la ressource pour ça, elle ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle câline, elle prend dans les bras, elle le regarde. D'ailleurs, le tout petit a quand même une distance, une capacité visuelle qui est à peu près égale à la distance, à la naissance, qui est à peu près égale à la distance entre le bras et l'œil. C'est assez merveilleux. Donc, voilà, et c'est tout ce bain de paroles, de toucher, de sensibilité qui finalement active et mobilise les capacités internes, notamment corticales, qui font que enfin, j'ai envie de répondre. Voilà, l'être a envie de répondre à ça, a envie d'aller plus loin. Voilà, et donc va faire petit à petit des petites mimiques. Et puis alors là, l'extase des parents autour, des adultes autour. Ah, t'as vu, trop mignon. Et puis parce qu'il y a une poussée qui est là, enfin, il y a de la vie qui est là. Et du coup, voilà. Mais ça ne se fait que dans l'interaction. Et pas une interaction mécanique, c'est pas des robots, c'est une interaction humaine. Et une interaction humaine, elle est imbibée, imprégnée d'affectivité, donc d'amour. Et c'est ça qui permet de grandir. Et c'est pour ça que les blessures, voilà, les désajustements dans l'amour, quand ils arrivent à un âge très jeune, sont plus problématiques, vont poser vont avoir plus de répercussions dans la vie de la personne, dans la vie psychique de la personne, et donc dans la vie concrète, hein, parce que si on n'a pas de cerveau, on n'a rien. Enfin, on dépend de notre cerveau à tous les endroits de notre vie. Pour manger, j'ai besoin de mon cerveau. Pour marcher aussi tout le temps. Donc en fait, voilà. Et comme celui-ci se développe par l'interaction d'amour, on voit bien que voilà, c'est sûr qu'une fois que je suis aboutie, qui arrive à mon cœur, je peux réussir à le prêter. Quand je suis tout petit, ce qui arrive à mon cœur et dans ma relation va modifier, amender, peser sur mon développement, y compris cortical. Voilà, donc concrètement, ces enfants dans les orphelinats roumains, c'était terrible. Hein. Ils régressaient. Voilà, ils apprenaient voilà, quand ils avaient appris à se mettre debout, et ben si ce traitement-là horrible commençait, on s'adresse plus à toi et juste on te donne à manger, au bout de quelques jours, en fait, ça va très vite. L'enfant ne se met plus debout. Et puis, non seulement il se met plus debout, mais il se met dans le coin de son berceau, et puis il commence à se balancer, et puis il commence à être agressif avec lui-même, il essaie de trouver des solutions pour donner sens à ce qui est absolument insensé. Donc, ça va très loin. Donc, voilà, plus c'est précoce, plus c'est grave, plus c'est, j'ai envie de dire, proche du besoin de l'enfant, plus c'est grave. Là, encore, les orphelinats nous montrent, hein. Si c'était quelqu'un qui était vu une fois tous les 4 matins, et qui fait pas attention à moi, qui prend pas soin de moi, mais que je le vois une fois tous les 4 matins, bah, c'est dommage, bon. Mais si par contre c'est celui qui est mon donneur de soins, hein, mon objet d'amour primaire, le plus souvent la mère, mais ça peut être une mère, ça peut être un père, ça peut être un frère, parfois un aîné, hein, ça arrive assez régulièrement. Et ben si c'est celui-là qui a un comportement, enfin qui n'agit pas avec un amour, c'est-à-dire en prenant en compte mes besoins et pas sa projection de ses besoins parce que ça lui fait plaisir à lui, c'est l'amour, hein, c'est je m'ajuste à l'autre, je me donne à l'autre. Et pas je me fais plaisir en me disant que je suis bien. Et ben c'est problématique. Donc plus c'est précoce, plus c'est proche et plus c'est répété. Voilà. ouais. Donc voilà. Et une fois que j'ai combiné ça, bah, j'ai le plus grave du plus grave. Et alors très concrètement, dès qu'on touche au corps, c'est plus grave. Voilà. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'inceste, tout ce qui sont les violences physiques, psychologiques, voilà, les chantages, les manipulations, les mensonges, c'est très grave. Voilà. Et là, pour le coup, on combine les trois phénomènes ou les trois lieux euh, extrêmement compliqués que sont la blessure affective, celui que j'aime et celui qui me fait mal, c'est pas simple,
L'épreuve, parce que je dois faire face à des situations qui mobilisent toutes mes ressources et en même temps qui est difficilement franchissable. Hein, dans l'épreuve, il y a normalement quand même quelque chose de la valorisation, enfin, le retour social aussi. Hein. Alors, j'ai pas, hein, j'ai réussi j'ai appris à nager. Ouais, ben voilà, je suis encouragée et je suis félicitée parce que j'ai appris à nager. Voilà, j'ai fait l'épreuve de natation, j'ai mon petit diplôme. Ah bravo, t'es grand, tu sais nager. Maintenant, tu peux aller sur un bateau. Enfin, il y a quelque chose qui est reconnu. Voilà, là, quand papa revient ou maman revient et tape tout le monde, crie sur tout le monde, s'enferme dans sa chambre, etc. Il y a une épreuve, hein, sans aucun doute, parce que je me trouve un moyen de me faire bouffer tout seul, il va falloir que je me couche tout seul, il va falloir que, etc. Euh, bon, pour autant, il n'y a personne pour me dire que c'est bien, quoi. Voilà. Il y a une crise zéro à ça. Et puis, bien sûr, le trauma, parce que je suis effrayée. Hein. C'est des situations, les portes, les claques, les cris, le bruit, les interpellations trop vives, les sournoiseries. Hein, ça a l'air gentil, ça l'est pas, typique de l'inceste, hein, par exemple, ou des chantages affectifs, répression. Tout ça, c'est des lectures qui sont très graves, hein, parce qu'elles atteignent la sécurité la plus profonde, la plus intime, celle dont on a le plus besoin pour se construire. Hein. Voilà. Très clair. J'espère avoir répondu. Ouais. Oui, ouais, c'est parfait. Oui, oui, parfait, passionnant. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà des questions. Il y en a certaines auxquelles on répond au fur et à mesure de notre propos, mais vous inquiétez pas, à tous ceux qui ont déjà posé des questions, merci beaucoup de votre intérêt et on les reprendra à la fin. On va aller au bout. Autre question, est-ce que une blessure ou les blessures sont toujours génératrices chez l'enfant d'un sentiment de responsabilité et ou de culpabilité? Je ne sais pas si toujours, je me méfie toujours un peu des jamais et des toujours, hein, comme dans la chanson. Mais ce qu'on observe, c'est que dans les situations où l'enfant est confronté à quelque chose qui est douloureux pour lui, euh, son premier réflexe, enfin douloureux pour lui de la part d'un proche, son premier réflexe, c'est de se dire c'est pas faute. Typiquement, des situations comme des divorces, ou des séparations parentales, comme même chose, des agressions physiques, sexuelles, des brimades. L'enfant se dit spontanément, jusqu'à parfois même très tard, c'est de ma faute, c'est parce que je suis pas gentille. Si j'avais été plus sympa, ça serait mieux passé. Voilà, si je faisais pas de bruit, c'est irait mieux. Bon, voilà, ça c'est. Alors, on l'a de façon hyper massive et quasiment systématique jusqu'à 7-8 ans, 9 ans. Après, ça se nuance un petit peu, mais il n'empêche que ça reste. Alors, quelque chose qui est beaucoup plus inconscient, qui est moins clair, qui est plus ambivalent, mais voilà, on a encore, moi je pense à une jeune femme que j'ai expertisée, dont j'ai fait expertise parce qu'elle était une mère victime, sa maman a été extrêmement violente avec elle, et donc du haut de ses 16 ans. Donc c'est une grande fille quand même, hein, faut se dire. Et ben du haut de ses 16 ans, alors que sa maman la violentait, la mettait, la frappait, l'humiliait devant ses petits frères, etc. Elle a 16 ans et elle me dit, enfin elle dit, hein, voilà, bon là voilà, c'est vrai que j'ai besoin de plus voir maman parce que c'est trop difficile pour moi. Mais j'espère qu'elle va comprendre que je l'aime et que elle sera gentille dans un an quand je pourrai revenir chez elle. Et vous voyez, en fait, là, elle va comprendre que je suis gentille. Elle dit bien qu'il y a quelque chose du côté de sa maman, mais elle dit bien aussi, en fait, moi, j'ai toujours essayé d'être gentille avec elle, et finalement, je m'approprie aussi une partie de cette histoire douloureuse et violente, comme si j'en étais une partie prenante, alors qu'elle n'y est pour rien. Si sa mère est violente avec elle, elle n'y est absolument pour rien. Ça, c'est du côté de sa mère, c'est pas de son côté à elle. Donc, oui, il y a souvent quand même, hein, vraiment. Et alors, toujours, je ne sais pas, parce que euh, voilà, le prof humiliant, par exemple, hein, le maître humiliant, hein, vous savez, qui s'amuse, il y en a encore, hein, c'est des choses encore, j'en entends encore régulièrement, voilà, qui met l'enfant au coin pendant des heures, alors avec éventuellement des bonnets d'âne. J'entendais encore un adulte, un jeune adulte, hein, me dire qu'il avait été obligé d'aller à l'école enfin, de revenir à la maison avec son slip mouillé sur la tête, parce que enfin, des choses, comment, voilà, ça c'est voilà, ça, voilà, c'est des adultes qui sont proches. C'est assez probable que l'enfant quand même se dise c'est un peu de ma faute. Alors il se le dit
il y a toujours plusieurs niveaux, hein, donc Oui. voilà. Mais voilà. Ce qu'il faut, enfin, une des choses qui peut peut-être répondre un peu différemment à la question, c'est de dire en fait, on peut se dire qu'il y a une forme de protection aussi de la part de l'enfant à considérer qu'il est responsable de la situation aussi compliquée. Hmm. Je m'explique. Euh, euh, alors, je ne voudrais pas être stigmatisante, mais c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup. Donc, pardon, j'espère ne blesser personne vraiment, mais je fais part de ce qu'on entend autour des séparations parentales. Bon. Et ce qu'on entend souvent, c'est de toute façon, c'est de ma faute, etc. Si j'avais été plus gentille. Et on peut se dire, bah, pour un enfant qui a 5, 6, 10 ans, euh, les parents ne peuvent pas être faillibles, ne peuvent pas ne pas être loyaux, ne peuvent pas ne pas être, si ce n'est parfait, parce qu'à 8 ans, 10 ans, on sait déjà que les parents ne sont pas parfaits, mais en tout cas suffisamment outillés, armés, solides pour continuer leurs engagements, pour être, etc. Et donc, une façon peut-être pour eux d'essayer de comprendre et de s'approprier cette situation qui est très étrange et douloureuse aussi, parce que c'est vraiment pas agréable, même si parfois c'est vraiment nécessaire. Comme ça, moi aussi, il faut le dire hein, quand même. Je ne pas apporter de jugement en disant c'est bien, c'est mal. Enfin, bon, voilà. Il faut avoir un regard clair aussi sur les circonstances, etc. Mais ça n'empêche que pour l'enfant, euh, voilà, papa qui boit, maman qui n'est jamais là. Bah ça peut pas être la faute de maman en fait, parce que si c'est d'une certaine manière de sa faute, alors je suis super vulnérable Hmm. parce que j'ai au-dessus de moi et je dépends de quelqu'un qui est vulnérable, enfin qui est pas qui sait pas faire. Donc c'est quand même moins dangereux pour moi psychologiquement, psychiquement, intérieurement. Tout ça, c'est pas du tout, enfin, c'est pas du tout conscient et voulu. Hein. Mais finalement, c'est peut-être moins compliqué de dire c'est de ma faute et de forcer quelque chose plutôt que d'imaginer que je dépends d'adultes qui sont faillibles, ou tellement faillibles qu'il peut se passer des catastrophes. Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose aussi comme ça dans la culpabilité, la responsabilité de l'enfant. Bon, Ok. puis de toute façon, il n'a pas les règles. Hein. Enfin, il n'a pas l'empan cognitif suffisant pour comprendre les règles sociales, comprendre les règles relationnelles, enfin les réalités relationnelles. Hein. Donc, il essaie de ramener aussi à soi. Hmm. Voilà. Hmm. Et donc, Ouais. bah, ramener à soi, je suis responsable. Bon. Donc, peut-être pas toujours, mais effectivement souvent. Très bien. Alors, on va petit à petit aller vers la guérison, vers voilà, ces pistes-là. Quels sont les chemins de guérison de nos blessures d'enfance? Faut-il chercher à les effacer ou chercher à vivre avec? Et si oui, comment? Alors, je vais commencer par débunker quelque chose. Je ne sais pas si l'objectif est de guérir. Hmm. Voilà. Et je serais extrêmement prudent. D'ailleurs, on a le titre qu'on a choisi et on l'a délibérément choisi. C'était justement pas de guérir de ses blessures, mais de s'en remettre. C'est déjà pas mal. Hein. Si déjà on arrive à être debout avec des grosses blessures, on est un peu warrior. Hein. On peut être un peu fier de soi. Voilà. Non, c'est à dire qu'on a surtout fait beaucoup. On a fait beaucoup de chemin. Euh, J'expliquerai après pourquoi je dis ça comme ça. Je le pose comme ça, si vous me permettez, puis je reviendrai dessus après. Euh, pour répondre à la question qui est la plus importante, c'est pas d'en guérir, c'est effectivement de vivre avec, et non seulement de vivre avec, mais d'avoir pris suffisamment soin de ces parts de moi qui ont souffert pour qu'aujourd'hui je puisse vivre en adulte le plus souvent possible dans la vie, et non pas vivre selon l'enfant blessé à tous les endroits de ma vie. C'est ça l'enjeu. Et que je me j'ai pris suffisamment conscience et soin de ces blessures affectives pour que je sois capable à mon tour d'aimer de façon vraie, authentique et tranquille. Et non pas douloureuse, complexe, ambiguë, etc. Et ça, c'est un vrai sujet parce que franchement, s'il y a bien un truc qui compte dans la vie, c'est l'amour. Le reste, bon, ok, c'est bien, mais c'est pas l'essentiel. Hmm. L'essentiel, c'est l'amour. Enfin, on voit bien, bon, c'est le sens de notre vie, c'est ce après quoi on court tout le temps, c'est vraiment, c'est la pulsion. Enfin, voilà, on est fait pour ça. On est fait pour aimer. Donc, l'enjeu, le sujet, et ce qui me semble vraiment essentiel, et c'est aussi le sens de notre travail de psy, hein, c'est d'aider à ce que les chemins d'amour puissent se retisser. Alors, on ne travaille pas, nous, là-dessus, forcément. C'est ce que je dis dans mon ouvrage. Souvent,
on s'arrête, nous, aux portes de la blessure affective. Hein. Voilà, on a fait tout le travail pour que les choses puissent se faire. Et puis un jour, voilà, on a un patient qu'on voit régulièrement, qui dit ah, en fait, je vous ai pas dit, en fait, j'ai eu une belle discussion avec ma sœur, celle avec laquelle il y a eu des jalousies monstrueuses, pour reprendre le thème que vous avez abordé la dernière fois, la semaine dernière, 15 jours. Et ben voilà, on a pu se dire des choses et ça nous a fait vachement bien. Puis on s'est pris dans les bras. Ah oui, ouais, c'était quand? On se dit, bah, t'as eu une hier, avant-hier, parce que c'est tout frais. Ah non, mais en fait, ça a eu lieu il y a déjà, il y a 15 jours, 3 semaines. Ah, je crois que c'était même avant qu'on se voit la dernière fois. On l'avait pas préparé, on l'avait pas travaillé. Et ça nous dit, voilà, la vie s'est remise en route, la vie, la vraie vie, le vrai lieu de la vie qui est l'amour, s'est remis en route. Donc ça, c'est très beau et c'est vraiment ça le sujet. Donc, pour arriver à cette dynamique-là, qui n'est jamais finie, hein, je pense, vraiment. Parce qu'on voit bien que plus on grandit et plus on voit des choses apparaître, et y compris d'ailleurs des blessures, on dit ah mais quand même là, wow, en fait, ouais, c'était quand même un peu blessant cette situation-là. Et puis elle s'était pas présentée forcément dans ma vie, son écho s'était pas forcément présenté dans ma vie. Et puis à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, la circonstance fait que là je suis ramenée. Ah tiens, c'est marrant, ça me rappelle quand je me souviens quand même quand les parents avaient tout balancé. On a déménagé, ils ont tout balancé. Je me souvenais pas de ce moment-là. Et puis alors, le jeu que j'aimais beaucoup. Je les ai jamais retrouvés, tiens, d'ailleurs. Oui. Bon, j'ai pu être assez blessée quand j'étais enfant à ce moment-là où on m'a pas demandé mon avis, ou ce que j'aimais beaucoup, allez, c'est passé à la poubelle parce que tu comprends, c'est vieux et c'est moche. Euh, mais j'avais peut-être oublié parce qu'il y a plein d'autres choses parfois plus graves, ou parce que finalement il y avait des kilos d'amour autour et que voilà, j'ai passé par-dessus. Il n'empêche que pour une raison ou pour une autre, à un moment donné, ça peut se réveiller et je peux me redécouvrir. Donc, les chemins de guérison, ça va d'abord être à l'écoute de soi. Et c'est non pas d'être scrupuleux et vigilant en disant ah, qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Là, qu'est-ce que c'est que ce truc là, qui se présente tout le temps dans ma vie, qui est vraiment pas confortable, qui est vraiment dans lequel je me reconnais pas, dans lequel je ne m'aime pas. Ces réactions automatiques, là, en pilote automatique qui déclenchent en moi, là, alors, ça, le pilote automatique, c'est bien c'est le trauma. Mais ou des schémas relationnels que je vois se répéter tout le temps. Enfin, merde, l'autre, là, mon collègue, ma sœur, mon ami, je vois bien qu'il est capable de faire différemment. Donc, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai pas cette liberté-là? En fait, le manque de liberté est un moyen, est un lieu qui nous dit où ça va pas, où il y a de la blessure. Donc, prendre soin, déjà, c'est être à l'écoute de soi aujourd'hui. Il y a là, je vois bien qu'il y a des limites, qu'il y a des choses et que plutôt que de me dire que c'est de ma faute, ouais, moi je suis comme ça. Vous voyez, on retrouve ce truc de l'enfant. Hein, vous voyez, moi je vois, enfin, j'ai une personne en tête. Tout est impossible. Passer du temps, enfin voilà, arriver dans un groupe, aller dans une réunion dans laquelle il y a plus de 10 personnes, c'est impossible. Discuter avec 4 personnes qu'on connaît pas, c'est pas possible. Voilà, il y a plein de choses qui sont pas possibles. Et ce que cette personne dit, c'est moi. À quel endroit c'est toi? Enfin, la personne humaine, elle est faite aussi pour avoir des capacités d'adaptation. On a tous nos limites, certes, et quand nos limites finissent par devenir tellement limitantes qu'on est enfermé, il y a un sujet. Donc déjà, être un peu à l'écoute et puis questionner aussi, dire, mais en fait, est-ce que ça pourrait pas être différemment? Est-ce que je serais pas plus confortable différemment? Mais ça, c'est très inconfortable. Hein. Parce que commencer à dire que je serais peut-être plus confortable autrement, ça commence à mettre de l'inconfort. Voilà. Donc c'est aussi, commencer à prendre soin, c'est aussi écouter ce que les autres nous disent. Quand les autres s'étonnent toujours ou nous font toujours les mêmes remarques au même endroit, plutôt que de dire ils sont tous cons, ils m'emmerdent, j'en ai marre, foutez-moi la paix, il y a peut-être quelque chose à entendre. Non. Et ça peut être déjà le premier soin de dire en fait, si on me le dit, c'est sans doute parce que c'est un peu agaçant pour les autres, peut-être, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a un endroit en moi qui ne s'est pas pleinement déployé. Et par amour pour moi, si je me donnais cette chance-là, d'ouvrir un espace à l'intérieur de moi qui soit plus large que celui où je suis aujourd'hui, qui soit plus tranquille que celui où je suis aujourd'hui. Je suis toujours inquiet pour plein de trucs. Mais purée, mais est-ce que ce serait pas chouette de vivre un peu plus cool et tranquille? Donc d'abord déjà ça. Après, de regarder son histoire en disant à quels endroits, voilà, j'ai senti qu'il y avait des changements dans ma vie. À quels endroits il y a je vois bien que, voilà, et on peut reprendre des photos hein, parfois. Quand c'est possible, dire tiens c'est marrant, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je suis hyper joyeux, et puis là tout d'un coup, oh là, ça s'est fermé. Si, voilà. Puis on voit bien, hein, on dit jusqu'à tel âge, c'était un petit garçon super joyeux, et puis là, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit? Qu'est-ce qui est venu influer, euh, impacter le cours de ma vie? Voilà. Clairement,
plus j'efface, plus je mets sous le tapis, plus elles vont me sauter au visage. Ouais. La vérité, deuxième slogan, je vais être en dessous du premier. Après, chacun fait du mieux qu'il peut, la vérité vous rendra libre. Donc, faire la vérité sur soi, c'est le début de la liberté qui est le prémisse, hein, ou le corollaire du bonheur, enfin de l'amour. D'accord. Et donc, du bonheur, c'est en fait qu'on est là sur cette terre pour ça, mais en tout cas, l'état d'être de joie, il est lié à cette liberté et cette liberté de l'amour. Donc, mettre sous le tapis, dire on efface, allez, c'est pas grave, ouais, bon, oui, bon, ouais, et puis, non, en fait, c'est pas vrai. Parce que ça s'est pas passé comme ça. Parce que là où j'ai été blessée, je me suis adaptée psychologiquement, surtout quand je suis enfant. Parce que la trouille au ventre tous les jours de rentrer à la maison, et ben elle a fait des choses dans mon cerveau. Voilà. Et elle fait que quand je rentre chez moi, je suis pas tranquille. Encore aujourd'hui. Même si je m'en rends pas vraiment compte. Et que, ou bien que quand j'arrive chez moi, alors je me dis pas que je suis pas tranquille. Et quand j'arrive chez moi, ah, je suis pris d'une espèce de frénésie, il faut faire plein de. Je peux pas juste me poser chez moi et être comme ça. Bah non. Si pendant les 5-6 premières années de ma vie, voire les 15 premières années de ma vie, à chaque fois que je poussais la porte, c'était quelle va être l'ambiance du moment. Est-ce que maman, elle est complètement allongée sur son lit, c'est une épave, ou bien est-ce que je vais me retrouver avec mon grand frère qui va me pousser dans l'escalier pour la 50e fois et que personne ne va rien voir. Ouais, je pousse la porte, et ben j'ai le nœud au ventre et c'est super compliqué. Et là, par un coup de baguette magique, parce que je suis adulte, je vais être détendue. Bah non, c'est sûr que je suis pas détendue quand je rentre chez moi. D'accord. Donc voilà, donc c'est cette écoute de soi et puis l'écoute de ce que peuvent nous dire les autres qui veulent, là encore, hein, ceux qui nous entourent, ils nous aiment. Donc ils sont pas là pour nous enquiquiner et nous dire des choses, enfin oui, ils nous disent des choses qui sont sans doute pas agréables. Peut-être que si j'acceptais d'ouvrir un peu quelque chose en disant en fait ils cherchent à me montrer, ils ont envie que ça se passe mieux entre nous. Voilà. Mais j'effacerai Très pas. bien. Et il y aura des cicatrices. Super, merci beaucoup. Alors, en tant que parent ou enseignant ou éducateur, comment accepter, on se met de l'autre côté là, comment accepter l'idée que nos enfants seront blessés par nous, bien malgré nous? Comment gérer la culpabilité qu'on peut ressentir en tant que parent, en tant qu'éducateur? Je pense qu'il faut d'abord, enfin, j'ai envie de dire, j'ai parlé aussi un peu de mon expérience de maman. Je crois que il faut avoir un peu de douceur avec soi-même, quoi. Voilà, on est une humanité blessée, on fait du mieux qu'on peut. Euh, et le sujet, ça va être déjà, voilà, une fois de plus je vais accueillir mes propres blessures et moins je vais blesser. Voilà. Donc, plutôt que de me culpabiliser en disant ah là, là j'ai encore fait mal, et ben je prends les moyens de. Donc les moyens de, c'est de regarder ma vie, c'est d'essayer de faire la paix dans mon cœur, c'est de voir un psychologue si c'est nécessaire. Je me serais cassé un genou, j'irais voir un orthopédiste. Quoi. Pourquoi est-ce que d'aller voir un psy, c'est problématique, c'est du même tonneau, quoi. Alors après, il faut trouver la bonne personne, c'est beaucoup plus subtil, on est d'accord, encore que le genou, bon, c'est un vrai sujet, c'est pas pire que la cheville, enfin voilà. Mais, mais en fait, ouais, prenons les moyens plutôt que de baiser en disant ah, bah oui, bah, il y a un truc qui va pas, bah, ok, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave. Si, peut-être que ça l'est, en tout état de cause, je peux chercher des choses. Et d'aller chercher des vrais moyens. Euh, alors, on peut être, enfin, on est, voilà, on a fait une promesse scout, donc on a dit qu'on croit, voilà, on a mis notre confiance en Dieu, et donc c'est important de prier. Dieu peut tout, tout, il n'y a aucun doute, mais il passe quand même très souvent par des moyens humains. Voilà. Et puis voilà, et il peut aussi ne pas faire la guérison qu'on lui demande, le miracle qu'on lui demande. Et d'ailleurs, sur le plan psychique, on se réfléchissait d'ailleurs l'autre jour entre collègues, on se disait, mais est-ce qu'on connaît des miraculés psychiques, des miraculés de physique, plein. Voilà, il y a plein des miraculés psychiques, beaucoup moins quand même. Hein. Donc, c'est sans doute pas tout à fait pour rien, parce que dans le psychique, il y a les libertés de l'homme qui est engagée. Piste de réflexion à creuser. Bref. Ouais, ouais. Donc, mais ça amène quand même sur quelque chose autour de la capitalité, c'est-à-dire que c'est ma liberté qui est en jeu. Et qu'est-ce que j'en fais de ma liberté? Donc, comment est-ce que je la mets en mouvement pour faire en sorte que ceux qui dépendent de moi, ne pâtissent pas de mes carences, de mes manques et d'une histoire qui parfois a 3 ou 4, 5 générations. Quoi. Ouais. Je peux peut-être, voilà, si je leur faisais le cadeau, plutôt que de leur faire des cadeaux matériels, plutôt que de leur faire des cadeaux de je ne sais trop quoi, voilà, bref, peut-être que je pourrais leur faire un cadeau super épique qui est, tu sais quoi, je dégage, allez, voilà, on met derrière, on traite,
Enfin, ça ne veut pas dire on oublie, ça ne veut pas dire voilà, ça veut dire je traite. Donc je regarde comment dans ma vie ce truc-là encore continue d'agir, comment cette espèce de fantôme dans le placard continue d'agir. Voilà. Et j'essaie de prendre soin de moi. Pas par peur, mais par amour aussi, hein, simplement. Euh, voilà. Et puis, il y a aussi quelque chose qui n'est pas directement dans votre question, mais qui, à mon avis, est un élément de réponse non négligeable. Euh, on n'est pas un parent seul, on n'est pas un éducateur seul. Nous sommes créés pour être des communautés d'adultes, de parents, s'occupant, éduquant, faisant grandir des communautés d'enfants. C'est un problème africain très connu qui dit il faut un village entier pour éduquer un enfant. Alors c'est sûr que dans notre société française aujourd'hui, on est à des années-lumière de ça. Vraiment. Encore que, on voit bien que chasser le naturel, ça revient au galop. Hein. Voilà, je pense à Providentiel, avec voilà, Annick, par exemple, qui fait un super boulot de ce côté-là, des tiers-lieux voilà, intergénérationnels, qui nous disent ça, qu'en fait, on a besoin d'être ensemble et que quand on fait ensemble, on fait mieux. Donc, si déjà, on peut se dire que peut-être j'ai besoin d'autres parents et qu'entre parents, voilà, dans un groupe scout, dans un district, dans une paroisse, dans une école, on peut être ensemble et prendre soin ensemble des enfants, on aura fait un grand pas. Plutôt que de porter chacun son truc, sa douleur, et dire, oh là 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 là, moi j'ai vécu ça et j'y arrive pas, machin. Voilà. Donc, une façon peut-être de sortir de la culpabilité, c'est aussi d'avoir cette simplicité, cette humilité du partage. Et ça fait vachement bien. Et puis ça permet aux enfants aussi de partager entre eux, de voir entre eux que bah voilà, on tâtonne, on essaye. Bah tiens, tu sais quoi, allez, voilà, voilà, là tu vas passer 3 jours dans telle famille parce que nous on a besoin de se reposer. En fait, on est tellement fatigué, on est tellement pas bien en ce moment parce qu'on est traversé par des trucs et voilà, là ils vont prendre soin et puis ils savent ce qu'on est en train de vivre. Et donc on prie ensemble, on fait des choses ensemble. Ça c'est super précieux aussi. Vraiment, c'est une force énorme dont à mon avis, qu'on n'utilise pas tout à fait assez. Super, super. Merci beaucoup. Euh, alors, on revient aux enfants. Comment atténuer ou réparer ou consoler un enfant blessé? Alors, par nous-mêmes, par soi-même ou par un autre adulte? Je dirais, en fait, le premier mot que vous avez dit, enfin pas le premier, mais consoler. Je pense que la première des choses, c'est d'écouter, c'est d'avoir un cœur qui écoute. C'est vraiment la première des choses. Et c'est même pas de comprendre, c'est même pas d'essayer de trouver des solutions, c'est juste, t'es là, tu as mal. Et d'avoir, voilà, d'avoir cette ouverture enfin, et là encore cette humilité, de dire, en fait, c'est toi qui es blessé, je peux rien faire d'une certaine manière. Euh, la première des choses, le premier devoir que j'ai en tant qu'adulte, c'est de t'offrir de l'écoute, de l'accueil, de la tranquillité, de ne pas m'inquiéter pour toi, de ne pas avoir cette espèce de truc, il faut faire, il faut guérir, il faut passer à autre chose. Voilà. Juste, déjà, si je peux t'accueillir, écouter tes mots à toi. Voilà. Tu me dis que tu es très en colère, et ben, tu me dis que tu es très en colère. Et je ne vais pas dire, non, mais en fait, tu n'es pas en colère. T'es en colère, ok. Alors, moi, avec mon prisme d'adulte, je sais que je suis censée savoir que, même si beaucoup d'adultes ne savent pas, que derrière la colère, il y a de l'injustice. Donc, voilà, et que derrière l'injustice, c'est pas le manque de respect, c'est beaucoup trop vague, ça. L'injustice, c'est quoi? C'est mes besoins mes besoins légitimes n'ont pas été répondus. Alors, ça, c'est l'injustice. Enfin, on ne m'a pas fait justice, c'est l'injustice. Quel était ton besoin? De reconnaissance, d'attention, d'amour, de liberté, de quoi? Et là, je peux commencer à, entre guillemets, réparer ou équilibrer. Parce que voilà, parce que parfois, je ne pourrais pas forcément réparer, c'est là, c'est là. Par contre, je peux offrir quelque chose de ce besoin qui n'a pas été répondu par la personne dont l'enfant attendait la réponse. Donc, voilà, déjà vraiment accueillir, écouter, ne pas projeter, rester tranquille, rester sûr, voilà, être un safe place pour un enfant. C'est déjà énorme, surtout dans notre société où tout bouge tout le temps, tout tourne tout le temps. Avoir ce socle à l'intérieur, ok, je t'accueille. Ouais. Et je suis tellement désolée pour ça. Et pour le dire, mais je suis tellement désolée pour ce que tu vis là. Et vraiment, j'aurais tellement aimé que tu vives pas ça, ou que tu puisses vivre différemment. C'est pas, j'aurais aimé être là pour que, non, c'est bien que tu aies vécu ça. C'est ta vie, mais je suis là. Et je t'aime. Et ouais, effectivement, bah, tu as ton œil au beurre noir.
peut-être que ton intimité a été violée et abîmée, mais je t'aime tel que tu es, je t'accueille tel que tu es, et je vais pas m'empresser de réparer. Ça veut pas dire que je vais rester inerte, hein, d'accord? Et Oui, s'il oui, faut, je le dis et je le redis, il faut aussi être en tant qu'adulte agir. oui. D'accord? Là, je prends ma casquette autre, mais enfin, c'est pas la, c'est la même, mais gendarme, enfin, d'ancienne gendarme, de me dire attention, hein, quand il y a des faits qui sont de nature criminelle, délictuelle, infractionnelle, il est important de savoir se poser la question et d'avoir parfois l'audace d'aller déposer une plainte ou faire un signalement. C'est important. Et c'est significatif pour l'enfant. Ça lui dit là, il y a quelque chose qui a été franchi, qui n'est pas autorisé, qui est interdit. Parce que ça abîme la société. Ça t'abîme toi et ça abîme toute la société. Et ça, c'est vraiment important. Mm, mm, Euh, pour avoir beaucoup travaillé avec des mineurs des victimes, le soulagement qu'ils peuvent ressentir de voir que des adultes en uniforme écoutent ce qu'ils ont à dire. C'est un vrai pistolet que t'as là, disent-ils. Mais alors, on prend ça, c'est rigolo. Non, non, mais le pistolet, parce qu'on sait que très bien qu'un pistolet, ça tue les méchants. C'est ça, là, ce que dit l'enfant. Donc en fait, il y a quelqu'un qui est capable de tuer le méchant et qui est en train d'écouter ce que je lui dis. ouais, Et qui en plus non seulement l'écoute, mais le prend en note. mm, Ça peut être vraiment important. Alors, il ne faut pas non plus en faire un absolu. Il y a des situations, il y a des circonstances, il y a des moments où c'est pas le moment, où c'est pas la bonne chose à faire. Mais par contre, voilà, parfois d'exposer l'enfant à redire, ça fait beaucoup trop exposant, etc. Mais il faut aussi savoir utiliser la justice mm. parce qu'elle est essentielle. Le principe de se dire la justice ne fait pas son boulot, elle est surchargée, eh ben oui mais non, en fait, parce qu'elle regarde, même si elle est parfois inopérante ou peu active, hein, tout ce qu'on peut se dire en ce moment, et on voit avec cette question des abus, c'est terrible, que la justice n'a pas été faite et que parfois il y avait des signalements qui ont été faits, qui n'ont pas été suivis des faits. Malheureusement, on en est à mon avis qu'au début, sur toute la sphère française, bon, il y a des choses très graves à plein de droits qui se passent et pas dénoncées. Pour autant, c'est pas parce que c'est que le système ne fonctionne pas que pour autant je vais pas faire confiance Mm. et que c'est même pas une histoire de confiance que je ne dois pas le faire, Ouais. d'accord? Et voilà, et ça peut être voilà, déposer une plainte auprès d'un policier ou d'un gendarme, ça peut être faire un signalement, déposer une plainte auprès d'un procureur, et c'est tout un système, hein, d'accord? C'est la Mm, justice, mm, mm. d'accord? Je vais m'adresser à des représentants, je peux prendre un avocat aussi, hein, voilà, mais je dois parfois savoir mobiliser le système judiciaire dans toutes ses composantes, en choisissant la moins mauvaise ou celle qui est la mieux pour mon enfant, et avec les ressources dont je dispose aussi, hein, ça c'est important. Voilà. Si je passe mon temps, alors il y a une question de cohérence, hein, si je passe mon temps à cracher sur les flics, comme c'est un bon sport français, ou sur les gendarmes, hein, c'est tous des cons, pardon, excusez-moi, mais ça va un peu vite, hein, ou les magistrats, c'est tous des pourris, je vais avoir du mal derrière ensuite à mobiliser l'action de la justice. Voilà. Donc, une façon de protéger mon enfant, c'est aussi d'être respectueux des structures sociales qui le protègent et qui sont là pour le protéger et le préserver. C'est vraiment important. Très clair. Vous parliez tout à l'heure comment dire, de la dimension transgénérationnelle. Oui, Et j'ai une question un petit peu liée à ça. Est-ce que il y a des circonstances, enfin voilà, des situations ou pas, enfin, dans l'absolu, faut-il parler de ses propres blessures à nos enfants? oui, oui, il faut parler. Alors, oui, mais, enfin, Ah. oui et, Oui, exactement. Oui et, parce que si je mets un mais, je supprime le oui. oui. Alors, c'est bon. Non, mais Donc, je donc, me oui doute et, qu'il y aurait un oui et. de façon ajustée, tranquille et adaptée à l'enfant. Le premier sujet n'est pas l'enfant, c'est moi. Est-ce que moi, je suis capable de parler de telle blessure, de tel moment de vie, en étant tranquille? Comment est-ce que je peux faire pour le faire? Tant que je ne suis pas en capacité d'avoir un minimum de tranquillité et de recul, en parler risque d'être compliqué pour mon enfant. Parce que qu'est-ce que je vais lui renvoyer? Donc, le premier devoir que j'ai pour pouvoir en parler à mon enfant, et c'est nécessaire qu'il le sache, parce que ça va lui permettre de comprendre un certain nombre de mes réactions, de ma façon de voir le monde. Même si j'ai travaillé, bien cicatrisé, etc., les blessures que j'ai reçues, les traumas que j'ai pu vivre, quand bien même il y a du tissu cicatriciel qui s'est mis, modifie. Exactement comme une cicatrice. Si vous êtes couturé de partout, vous êtes couturé de partout. C'est pas comme si vous aviez juste 3 points de suture à un bras. D'accord? Donc, voilà, c'est une réalité et j'avance dans la vie avec cette réalité.
Voilà. Et donc, je vais pas passer mon temps à mettre un sparadrap ou à mettre des manches longues pour cacher mes blessures. En fait, à un moment donné, il faut aussi que mon enfant me connaisse dans ce que je suis. Alors, il y a des choses qui relèvent de l'intime et qui doivent rester de l'intime, vraiment. Voilà, il y a des blessures secrètes, il y a voilà, il y a des choses, l'enfant n'a pas besoin d'en savoir, hein, voilà. Notre vie affective, notamment d'adulte, ça ne concerne pas l'enfant. Par contre, ce qui a impacté dans ma vision du monde, qui a structuré mon psychisme, oui, parce que je suis aussi adulte avec ça. Voilà. Maintenant, une immense délicatesse vis-à-vis de l'enfant. Voilà. Je vous donne un exemple assez classique de la maman voilà, qui s'énerve après son enfant parce qu'elle se sent à bout, parce que voilà, il est 6 heures du soir, mercredi soir, après une après-midi pluvieuse, voilà, et que ça s'est terminé en pugilat, voilà. Voilà, et donc avec ses enfants de, allez, 2, 4, 6, hein, un truc un peu sympa, j'espère que c'est un peu punchy. Si elle balance en hurlant, de toute façon, j'en ai ras-le-bol, et de toute façon, toute ma vie, c'est comme ça, et puis, de toute façon, même ma mère, elle me disait que, c'est la façon la plus inappropriée de dire quelque chose de ça, d'accord? De la même manière, de revenir vers son enfant, oh, je suis désolée, oh, je suis tellement désolée, tu sais, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, là, 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 je te le fais peser, je suis vraiment désolée, ah, voilà, la chose, on fait peser, voilà. Donc après, c'est OK, je suis désolée, j'avais pas à faire ça. J'essaie de faire ce que je peux. Sache que j'essaye de travailler dessus. J'essaie de prendre, voilà, je prends des moyens pour essayer de faire que ça n'arrive plus. Je ne peux pas promettre que ça n'arrivera plus parce que je sais que je suis fragile et que ouais, peut-être qu'encore une fois, je vais avoir cette main trop leste. Peut-être que je serai. Voilà, j'en suis un, désolée. Deux, je t'en demande pardon. Trois, je fais ce qu'il faut. J'avance, donc je fais ce qu'il faut. C'est quoi? Je fais ce qu'il faut. Pas besoin de dire à mon gamin que ça fait 10 ans que je suis ainsi, mais par contre, il faut que je mette en place des moyens. D'accord. Et le moyen, parfois, c'est de temporiser avec quelqu'un d'autre. Si la séquence 6-8, elle me met tous les jours dans tous mes états parce que je suis épuisée, parce que j'ai un niveau d'exigence vis-à-vis de moi-même, parce que j'ai peur du comportement de mon mari quand il rentre, parce que je ne sais trop quoi, et il y a mille et une raisons, et elles sont malheureusement tellement fréquentes que enfin, on pourra faire un livre à part entière, et ben peut-être qu'une solution, une option, une façon de faire, ce serait peut-être de mettre quelqu'un sur cette période-là qui me permette de m'occuper que d'un ou deux et pendant qu'il se passe autre chose. Voilà, peut-être il y a aussi des choses dans le réel hein, qui ne sont pas que des psychologies qui peuvent être mises en place. Mais voilà, c'est aussi une façon de dire à son enfant, je prends soin de moi et je prends soin de toi. Et donc de parler de mes limites en fait. Plus que de mes blessures, c'est parler de mes limites. C'est ça qui est important. Voilà. Dans le transgénérationnel, oui, c'est quand même important. Voilà, des révélations d'inceste, il y en a régulièrement. Il faut en parler en fait, parce que ça va modifier. J'en pense à une jeune femme que j'accompagne il y a plusieurs enfants, il y a une situation d'inceste qui s'est révélée dans sa famille, très proche, bah, ça modifie, c'est-à-dire que maintenant, c'est pas possible en fait de laisser les petits enfants seuls, les jeunes adolescentes en particulier, seuls chez ces adultes-là, même s'ils sont plus âgés, il y a eu aucune prise. Enfin, c'est des adultes qui ne prennent aucun recul sur ce qui s'est passé, qui sont pas dans le déni, mais qui sont pas non plus du tout dans le travail de travail sur eux pour enfin, pour comprendre ce qui s'est passé et ce qui les a amenés à poser ces gestes d'inceste bon bref, donc c'est pas possible en fait. On peut pas mettre ces enfants en vrai. Donc concrètement, bah, l'organisation familiale a changé. Et on va dire quoi? Bah, c'est moi, c'est l'audio, on les voit plus. Bon, c'est comme ça. C'est incompréhensible pour un enfant. Donc il va forcément falloir mettre des mots. Voilà. Alors après, avec l'adolescent de 16 ans, on met pas les mêmes mots qu'avec les enfants de 8 ans. On les prend pas tous ensemble. On dit voilà, écoute, il y en a un truc à vous dire, voilà. Donc grand-papa, voilà. Bien sûr. C'est comme ça que ça passe. Très bien. Alors, dernière question avant de passer aux questions des participants. Il y en a un certain nombre. Alors, ça fait une petite transition avec la dernière conférence du cycle sur le pardon. Comment pardonner à ceux qui nous ont blessés? Comment se pardonner à soi-même lorsque l'on a blessé ses enfants? Et peut-être, est-ce qu'il y a des conditions préalables à ce pardon? Oui, alors je vais commencer par la fin du coup. Oui. Oui, il y a des conditions, c'est sûr. Déjà, je ne peux pas pardonner si je ne reconnais pas la faute et les conséquences de la faute. C'est aussi vrai pour ce que moi j'ai reçu et subi que pour ceux que j'ai fait subir. Ouais. Enfin, c'est ce que j'ai infligé, pour être plus précis.
m'inflige une blessure. Voilà. Donc, et ça va m'obliger aussi à ne pas rentrer dans une posture de bourreau ni de victime. Je vais être obligée de sortir de ça. Hein. C'est des postures psychologiques qui sont hyper toxiques et qui servent à rien, dans lesquelles on entre très facilement. Hein. C'est des jeux psychologiques qui sont très bien décrits. Je ne pas. Voilà. Mais donc, le préalable, c'est déjà ça. Si je ne sais, enfin, tant que je ne sais pas nommer, enfin, reconnaître et nommer l'offense, enfin, et les conséquences de l'offense, ça va être compliqué de pardonner. Ensuite, il faut aussi que je sois moi en sécurité. Je ne peux pas pardonner si je suis pas en sécurité. Il faut être par-dessus. Dans pardonner, il y a aller par-delà. Et ça veut dire qu'il faut que déjà, moi, j'ai un endroit où je suis en capacité de pardonner. C'est-à-dire que si je suis pas en sécurité, si je continue à être blessée tout le temps, c'est pas possible. Voilà. Donc, typiquement, dans les relations parentales toxiques, la première des choses pour pouvoir pardonner, c'est d'avoir pris la distance. Je ne peux pas dire que je pardonne à celui qui continue de sans arrêt faire ça, parce qu'en fait, je ne suis pas au-delà. Voilà, donc je ne prends pas soin de moi. C'est-à-dire que, et ça répond en partie à votre deuxième question, c'est-à-dire que pour pouvoir pardonner à l'autre, il faut aussi que d'une certaine manière, je me pardonne à moi, comment dire, les effets que les offenses m'ont fait. Voilà. Que je me pardonne de la dureté avec laquelle je traite la vie et je me traite moi. Que je me pardonne voilà, les scarifications que j'ai faites parce que je me sentais très malheureux. Que je me pardonne les comportements addictifs que j'ai pu avoir, etc. Voilà, que j'ai au moins, c'est la première des choses, avec en fait que j'ai cette douceur vis-à-vis de moi-même. Parce que si je ne l'ai pas vis-à-vis de moi-même, ça va être très compliqué de l'avoir vis-à-vis d'un tiers. Parce qu'en fait, c'est l'animal blessé qui va sans arrêt parler. Donc, je peux avoir un désir, hein, d'accord, mais il va avoir du mal à pardonner. Bon. Ouais. Ensuite, ça, c'est une autre réalité, c'est que le pardon, c'est par étapes. Hein. Ouais. C'est long. On pardonne une fois, et puis une fois, puis encore une fois, et puis 77 fois, 7 fois, la même chose. La même chose. Ouais. D'accord. Et ça dure voilà, sur les blessures les plus graves, les plus profondes, les plus alimentes. C'est un long processus. Ça ne veut pas dire qu'on va tourner en rond, hein. C'est pas un manège, c'est pas un disque rayé. C'est une spirale. Et Ah, petit à petit, plus je pardonne, et plus les choses s'allègent, et plus je retrouve de l'unité à l'intérieur de moi, et plus la relation avec l'autre aussi, je vais pouvoir retrouver la convergence avec l'autre. Mais c'est un chemin qui est long, dont tout pas a de la valeur. Ça, c'est important aussi. J'ai pas besoin d'être arrivé au bout du processus pour que ça ait de la valeur. Voilà. Et je peux pardonner. Alors, pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas, je n'ai pas besoin que l'autre me demande pardon pour pardonner. Parce que sinon, en fait, on continue d'être liés. Hein. oui. Donc ça, c'est terrible. Le système qui consisterait à dire, mais en fait, il faut que l'autre me demande pardon pour pouvoir lui pardonner. Alors, dans l'idéal, oui. Il y a plein de fois que ça va pas arriver. Et si j'attends ça, je vais jamais pouvoir passer à autre chose, en fait. Hein. C'est comme de dire, il faut absolument voir le corps du défunt pour pouvoir faire son deuil. Je suis désolée, mais l'humanité, depuis 20 000 ans, nous dit tout autre chose. Heureusement, d'une certaine manière, qu'on n'est pas obligé de voir un corps pour pouvoir faire son deuil. Bien sûr que c'est plus difficile. Bien sûr que c'est une épreuve supplémentaire. Mais l'humanité s'est pas arrêtée alors même qu'elle ne voyait pas des morts qui étaient restés sur le champ de bataille. Hein. Voilà. Même si l'humanité fait que, elle sait que c'est important d'honorer les morts et de les ensevelir. D'accord. Voilà. C'est des nuances, mais elles sont importantes. Et bien dans le pardon, c'est la même chose. J'ai pas besoin que l'autre me demande pardon pour lui pardonner, même si c'est infiniment mieux et que tant qu'il n'y a pas de pardon, par contre, pardon, il n'y a pas de demande de pardon de la part de l'autre, je suis désolée. Hein. Je te demande pardon de telle chose parce que je vois que ça t'a fait telle chose. Et là, ça commence à ressembler à une vraie demande de pardon. Le lien d'affectivité ne pourra pas se renouer. C'est pas possible. D'accord. On pourra être dans des choses un peu en surface, mais profondément, non. Et c'est important que ça ne le soit pas, en fait. Parce que je ne peux pas renouer de l'affectivité avec quelqu'un qui méconnaît ce qu'il m'a fait. C'est pas possible. Très clair. Super. Merci beaucoup, Bénédicte. C'était Bon, on a passionnant. largement dépassé les 3 quarts d'heure. Je suis désolée, c'est toujours comme ça. Donc, on n'a pas trop perdu de monde en cours de route. Et que, Bon, voilà. on va essayer de se garder un quart d'heure de questions. Il y en a un certain nombre. Je vais vous les poser au fur et à mesure en essayant Bon, de toute façon, ça fera, je pense, souvent des rappels avec ce qu'on a pu dire. Alors, une première
Question de Xavier, y a-t-il des blessures ou traumas différents selon l'intentionnalité, ou non des situations? Voilà. Par exemple, une violence physique volontaire d'un parent versus un accident de voiture violent qui est involontaire. Alors oui, d'autant que là, en l'occurrence, on a deux situations qui sont distinctes. L'accident est un trauma, c'est pas une blessure en soi. Voilà, voilà. Alors que voilà, le parent qui est violent, voilà, qui est violent, bah voilà, c'est pas nécessaire comment dire. Le parent violent, c'est du trauma parce que la violence elle est traumatisante et en même temps elle est affective, d'accord. Donc c'est sûr que ça va faire des choses différentes après. Est-ce que d'abord une blessure, un trauma, c'est pas la même chose. Il n'empêche que très souvent, même dans l'accident de voiture, il va y avoir des parties qui sont blessantes, du style bon alors, mais encore, enfin oui, allez, je vais rester là-dessus, je vais pas dire l'accident de voiture, c'est bon alors ça va, petit bonhomme, t'as pas eu trop peur, bon allez, on y va. Ouais. Ouais, en fait, non, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru que j'allais mourir, j'ai cru que tout le monde allait mourir autour de moi, ça a été épouvantable. Juste, je suis pas très en forme, ok. Mm. Ou enfin, je Oui. pense aussi à des situations de deuil, par exemple, où 3 mois après, bon, bah c'est bon, maintenant la vie reprend. Alors, souvenez-vous un peu les années que vous avez vécues, ça pas 2 mois, hein. Il se passe 1 an avant que la vie reprenne, enfin comment dire, recommence à devenir presque normale dans le quotidien, sachant elle est bouleversée. Quand on a Ouais. la personne, elle est plus là, donc elle est bouleversée. Donc c'est pas la vie d'avant. Mais voilà. Donc euh, c'est comment dire. euh, il y a aussi, enfin, j'ai envie de dire, il y a pas de, à chaque personne, à chaque moment, les effets de blessure sont différents. Mm. Mm. Il y a pas de dictionnaire. Bien sûr. Voilà. Euh, tout à l'heure, j'évoquais un peu en rigolant le coup du déménagement et du doudou qu'on a balancé, enfin, que les parents ont balancé parce que c'était doudou puant et dégueulasse et que quand même maintenant t'es grand. Enfin, le truc c'est de dire de toute façon c'est bon, il s'en souvient. Maintenant il joue plus avec, il est plus avec, c'est bon, on peut le mettre à la poubelle et puis voilà. Euh, Moi j'en ai quand même connu un d'adulte qui se souvient très bien de ce truc-là et qui n'a jamais réussi à se sentir chez lui dans cette maison. Mm. Jamais. Donc vous imaginez, il a vécu 10 ans dans cette baraque. En fait, dans cette baraque, ça n'a jamais été sa maison. Alors, pas parce que le doudou, mais parce Mm. qu'en fait, il a compris que à ce moment-là, ses parents n'entendaient plus qu'il était un enfant. Mais c'est ça le sujet, c'est pas le doudou Oui, en bien tant que sûr. tel, même si bien sûr physiologiquement il y a quelque chose. Mais en fait, il a compris quelque chose qui était en partie vrai et en partie faux. C'est mes parents me considèrent comme un grand et ne veulent plus d'un tout petit. Mm. Sauf que moi, je me sens encore un peu petit. Donc ça, c'est super blessant et c'est vachement compliqué à gérer. Mm. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, Je oui, me Xavier, je me suis pas enfin, perdue au cours. n'hésitez pas, Xavier, si vous voulez reposer une question, on pourra tout à fait réaborder le sujet. Alors, une autre question d'Agnès. Comment nos blessures d'enfance impactent-elles notre vie de couple? Comment y faire face? Mm. Oui, alors ça c'est sûr, parce que notre vie affective, euh, j'ai envie de dire, crée le socle de notre relation de couple. Parce que notre relation de couple est une relation affective. Bon. Ouais. Donc, on voit très bien que la façon, alors même sur un plan intellectuel, hein, on dit ah, j'ai choisi une femme, elle est tellement différente de ma mère. Non, et même chose hein, avec les filles. Ah, mais non, mais alors, c'est l'opposé de mon père. Ah, eh ben, pas de peau, parce que les opposés, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est la même problématique. Voilà. C'est pas si tu as choisi l'opposé, que c'est pareil, c'est la même, mais à l'envers. Bon. Donc, déjà, ça, quand on a ce genre de choses, on peut dire que sans doute, il y a des choses de l'enfance qui sont continuées d'être actives, et que ça va sans doute pas être toujours très facile et très, très aisé. Mais oui, bien sûr. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a vraiment intérêt assez vite à s'intéresser à à ce qu'on a vécu enfant, parce que notre relation au couple, bien sûr qu'elle elle pâtit des blessures qu'on n'a pas soignées. Et voilà, je refais le distinction entre Mm. guérir et soigner. Euh, Parce qu'il y a des choses qui ne se soignent pas, qui ne se guérissent pas, pardon. Hein, il y a des blessures qui sont tellement graves qu'elles ne se guérissent pas. Ça n'empêche pas d'en prendre soin. Voilà, ça veut juste dire que la vie va être un peu plus limitée, qu'il y a des endroits où on ne pourra pas aller, qu'il y a des endroits qui seront trop sensibles pour qu'on s'y expose. Voilà. Ce qui fait une vraie différence. Hein. Il y a une vie guérie de ces Oui, blessures, enfin, des blessures guéries, pardon. C'est beaucoup plus juste. Et des blessures soignées, on n'est pas tout à fait au même. très bien. Donc oui, Agnès, même chose, si, n'hésitez pas si vous voulez
reposer une question, repréciser. Alors ensuite, on a deux questions de Sophie. Je les pose ensemble, mais elles sont d'ordre très différentes. Mais commençons par la première. C'était au moment en fait où on parlait justement des miracles pour des guérisons physiques, mais voilà, en effet, on ne constatait pas franchement de guérison psychique miraculeuse. Et donc Sophie demande si Tim Guénard ne pourrait-il pas être considéré comme un miraculé psychique. Alors d'abord, je pense que ce serait chouette, enfin comment dire, on ne peut pas écrire la vie d'une personne jusqu'à sa fin. Voilà, donc, je pense qu'il faut faire un peu attention. Enfin, voilà, enfin, ce qu'il a vécu et sa conversion et les témoignages de foi qu'il nous donne est assez incroyable. Maintenant, je pense qu'il faut être très attentif. Voilà, on ne sait pas on sait pas quelle va être la fin de sa vie. Et de ne pas monter les gens sur des hôtels non plus. Et de voir des miracles. Voilà, voilà, c'est toujours. Voilà, on sait jamais tout de la vie d'une personne. Hein. Il faut être un peu attentif à ça. Alors, comment dire euh, que Dieu guérisse des addictions, ça oui, et on voit. Voilà, voilà, il y a des addictions qui ont été clairement voilà, guéries. Voilà. Euh, la particularité de l'addiction, c'est qu'elle est à la limite entre le psychique et le corporel, parce voilà, elle engage le corps très fort. Euh, voilà. Mais peut-être, effectivement, on pourrait se dire que des personnes comme Tingana, il y en a quelques pourraient être des miracles psychiques. Voilà, ils sont dans la foi, ça c'est sûr. Après, voilà, le psychisme est tellement complexe que c'est difficile de dire qu'il est guéri et puis de savoir si c'est son travail sur lui, si c'est des prises de conscience, si c'est des gens autour de lui, ou bien est-ce que c'est un effet un miracle qui lui est tombé dessus un jour. Voilà. Un jour, comme le paralytique, il était sur son grabat et puis il porte son grabat, il rentre chez lui. J'ai pas assez de précis, enfin, je connais pas assez non plus en avis. Peut-être, on va creuser. En tout cas, merci de la piste. Alors, l'autre question de Sophie portait sur les petits bébés. Est-ce qu'un tout petit bébé placé tous les jours en crèche risque-t-il d'être en carence affective? Euh, alors, je répète, je vais commencer. On fait du mieux qu'on peut, d'accord? Et les choix qu'on fait, c'est ceux qui nous semblent les meilleurs. Voilà, parce que je vois bien je pressens alors la maman ou l'autre maman qui peut se dire ah là là, mais mon bébé est en crèche, etc. Bon, euh, euh, avec voilà, un certain nombre de choses qui sont en train de sortir en ce moment et qui sont inquiétantes à juste titre. Pour autant, une fois de plus, il n'y a pas de, il n'y a pas de dictionnaire Ouais. de correspondance de j'ai vécu ça, donc il va se passer ça dans ma vie. Voilà. La crèche, certains enfants sont hyper adaptés en crèche, vont bien, sont nourris dans la crèche, sont nourris par des parents qui partent tranquilles, qui récupèrent leurs enfants heureux et tranquilles, et tout va bien. Et vous avez des histoires de crèches qui sont abominables, où c'est l'horreur d'aller déposer l'enfant. Il y a de l'inquiétude au ventre, et de la part de l'enfant, et de la part des parents pendant toute la journée, et le retour, et nos moments anxiogènes. Voilà. Donc là, c'est l'horreur. Donc, oui, il y a toujours un risque. Aujourd'hui, quand même, ce qu'on sait globalement, et là encore, j'y vais avec beaucoup de pincettes parce qu'il faut mettre plein de nuances derrière et circonstancier les choses beaucoup plus que ce qu'on peut faire là dans une 50 ou 2 minutes. On sait que globalement, comment dire, la sécurité psychique de l'enfant, elle s'acquiert entre le moment de sa conception et ses 3 ans, les 1000 premiers jours. Donc, dans l'absolu, on peut se dire que ces 1000 jours de vie, euh, plus on va pouvoir les préserver euh, de stress, de demandes d'adaptation difficiles, voilà. Euh, et mieux ce sera. Maintenant, si c'est pour être, entre guillemets, je vais être un peu caricatural, j'aime pas, mais quand même, il faut savoir penser un peu le trait pour montrer les choses. Euh, entre, si c'est pour avoir une maman qui supporte pas d'être chez elle parce que, en fait, s'occuper d'un enfant, ça la stresse, ça l'angoisse, et puis que la question matérielle devient tellement prégnante que ça finit par peser sur la sécurité, etc. Et ben, il vaut mieux de la crèche. Hein. Enfin, faut être clair. À un moment donné, il faut être pragmatique, il faut être simple. Voilà. Et ça ne veut pas dire que la crèche est un pis-aller. Surtout pas. Il y a des crèches qui sont mais hyper bienveillantes, etc.
Voilà. Et puis, ce qui est vrai là pour un enfant dans une fratrie ne sera peut-être pas tout à fait la même chose pour son cadet, dans un sens comme dans l'autre, hein. Donc, voilà, il faut, enfin, voilà. Et puis, on n'est pas au même état quand on a 25 ans et qu'on a, ou 23 ans qu'on a son premier, et quand on en a 38 et qu'on en a son cinquième. Ou que c'est le premier mais qu'on a 38 et que ça change tout. Enfin, voilà. Enfin, la question, c'est beaucoup, est-ce que moi, je me sens en sécurité et je sens que c'est juste et je sens que je suis en capacité d'écouter les signaux de détresse de mon enfant et d'y répondre. C'est ça aussi, hein, Mm, mm, mm. qui va être déterminant. C'est que, ok, je le mets en crèche voilà, dès 3 mois parce que c'est ce qui me semble le mieux et qu'on pense que c'est la bonne option et voilà. Est-ce qu'en faisant ça, j'ai suffisamment de tranquillité pour être capable d'entendre que pour mon bébé, c'est trop dur. Et qu'il y a certains jours où c'est très difficile pour lui. Que là, bah, le week-end, du coup, le soir, il va décharger pendant 2 heures parce que pour lui, ça a été très difficile. Et je fais quoi de ça? Est-ce que ça me stresse et que du coup, le lendemain, je monte en pression et que, voilà, et que je suis dans un cercle qui va être hyper compliqué? Ou bien est-ce que, bah voilà, j'ai accueilli ça, je reste tranquille avec la décision qui me semble être juste et je peux la partager. Et je peux trouver du soutien aussi autour de moi, hein. Toujours des cercles concentriques autour du bébé de la diade, de mes enfants, qui viennent consolider, qui viennent protéger, qui viennent absorber aussi les chocs. Et voilà, et comme ça se construit. Maintenant, oui, Ok, c'est vrai que la crèche peut être stressante. C'est vrai, vraiment. très bien. Merci Bénédicte. Alors, autre question, comment faire face à des parents qui ne prennent pas leurs responsabilités de manquement dans le cas d'un inceste dans la fratrie? C'est très compliqué et évidemment, c'est fréquent parce que sinon, il n'y aurait pas d'inceste. Voilà. Je fais un gros raccourci, mais c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que euh, on voit ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, là, une fois de plus, hein, je le dis, et je sais que ça peut heurter et que ça peut être très dur à entendre, etc. Mais il n'y a pas, euh, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas. L'inceste fonctionne dans des systèmes. Voilà, c'est des systèmes qui permettent l'inceste. Donc voilà, donc plus ou moins inconsciemment, enfin tout ça, voilà, hein, mais voilà. Donc euh, c'est là où c'est très difficile, c'est-à-dire qu'effectivement, parce que c'est des systèmes, euh, alors quand ça dure dans le temps, quand c'est une fois, c'est un peu différent, mais voilà, des situations incestuelles sur plusieurs années ou même répétées, on peut pas dire, enfin, il y a forcément quelque chose qui est systémique, hein, un système familial qui rend les choses possibles, d'accord, et notamment d'un système parental et social autour souvent aussi d'un isolement ou de pression, enfin bref. Est-ce que, Donc pardon, Bénédicte, vous pouvez peut-être préciser la notion de système? ouais, le système. Quand on parle de système, c'est-à-dire que c'est pas, on prend pas les gens de façon isolée. On considère, on les regarde dans la façon dont ils interagissent ensemble et on regarde ce qu'on appelle le système ensemble, c'est-à-dire c'est l'ensemble des gens qui interagissent dans un même périmètre, voilà, et qui se comportent d'une façon qui n'est, enfin, quand vous êtes en groupe, c'est un peu simple, vous n'avez pas exactement le même comportement que lorsque vous êtes tout seul. Enfin, c'est tout ce voilà, les phénomènes de foule, voilà, c'est toute cette dimension-là. C'est ce qu'on fait en thérapie familiale, par exemple. En thérapie familiale, on considère que l'enfant qui va pas bien, c'est pas cet enfant qui va pas bien, c'est le système qui exprime au travers de cet enfant quelque chose qui va pas bien. C'est une lecture qui est très riche, hein, qui est pas, ouais, faut pas systématiser, mais qui apporte souvent, qui est souvent riche de sens. Euh, voilà, donc en matière d'inceste, on est beaucoup autour de ça. Donc c'est assez logique, malheureusement, que les parents ne prennent pas les mesures qu'il faille, ne prennent pas leurs responsabilités sur ces sujets-là. Quand les parents, quand les enfants sont devenus adultes et confrontent leurs parents à ce qui s'est passé, il y a très souvent du déni. Là, il suffit de lire Familia Grande, donc, avec les quelques témoignages qui sortent là depuis quelques années nous disent à peu près tous la même chose. Il y a du grand déni. Voilà, on a ressorti encore il n'y a pas si longtemps que ça une vidéo de Cohen, enfin, on a peine à imaginer que des adultes cortiqués puissent se dire que c'est une bonne chose et que c'est très bien et que l'enfant est dans le plaisir dans des moments de violence. Alors, c'est pas de l'inceste, enfin, bon, bref. Mais c'est l'agression sexuelle et ça ressemble à de l'inceste parce que tout ce petit monde fait ensemble et tout le monde se connaît et il y a des permissions qui sont données. Donc, c'est malheureusement l'économie psychique même de l'inceste fait qu'il n'y a souvent pas de prise de responsabilité, pas de prise de recul. Donc, il ne faut pas attendre ça, parce que ça ne viendra sans doute pas. C'est assez probable, hein. Donc, c'est douloureux. Après, la question, c'est comment je protège.
Voilà, comment je me protège et comment je protège mes enfants et comment éventuellement je protège les enfants des autres. Hein. Ouais. Si je sais qu'il y a un adulte dans la famille qui est susceptible d'avoir des gestes sexuels vis-à-vis des autres enfants, ou de permettre que des gestes sexuels aient lieu entre enfants, parce que ça c'est aussi une autre façon de faire de l'inceste, c'est d'autoriser de voir. Hein. Il est impératif de faire quelque chose, d'informer. Enfin, c'est vraiment nécessaire. Là aussi, avec les mots qui vont bien, qui sont choisis, qui sont posés, en ayant éventuellement les conseils juridiques qui sont nécessaires, mais on ne peut pas laisser être exposés des enfants quand on sait qu'il y a un risque. Là, on a une responsabilité plus que morale, hein, c'est une Bien sûr. responsabilité pénale. Ok, très clair. Une des dernières questions, est-ce que les blessures d'enfance, entre parenthèses, violences physiques, peuvent impacter l'acceptation que son enfant se marie? Mes parents ne me donnent pas de raison objective, mais peut-être que c'est dû aux blessures que j'ai. Mais ne me donnent pas des raisons objectives, peut-être, de ne pas accepter son mariage. J'imagine que c'est ça. J'espère que vous avez compris la question, Bénédicte. Alors, je me permets de la relire parce que je suis Allez-y. pas sûre d'avoir bien compris. Oui. Euh, alors, je crois comprendre que les parents de cette personne disent, enfin, s'opposent à un mariage en considérant qu'il y a des blessures qui n'ont pas été traitées. Si c'est bien ça, j'ai envie de dire, ils ont raison. Alors, ils ont raison et tort, parce que s'opposer sans rien dire, bon, c'est injuste. Voilà, la personne qui est prête à se marier, elle est adulte et donc elle a le droit de parole. Elle n'est plus enfant privé de parole, donc la parole doit avoir lieu. Bon. Si c'est ça, ça peut être effectivement important de ne pas s'engager dans le mariage si les blessures continuent d'agir dans le comportement et vont abîmer la relation et peut-être potentiellement même le conjoint hein, en mettant, ça peut amener de la violence, ça peut amener sur le conjoint et ou sur les enfants. Enfin, voilà. Donc il y a quelque chose qui est raisonnable dans cette réticence. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté du tout dans le fait que les parents ne nomment pas ce qui est problématique. Bon. Après, il y a une autre façon de lire la question, c'est peut-être ça aussi, et je rebondis aussi avec ça-là, dire en fait, euh, euh, les parents sont eux-mêmes des personnes qui ont subi des violences, et donc la question du mariage n'est pas envisageable pour l'enfant. Donc une forme de captation ou une forme de crainte qui est une reproduction de ça. Là encore, euh, pouvoir s'affranchir aussi et prendre les pas de côté avec des professionnels dont c'est le métier pour regarder ce qui se passe dans le quotidien, dans ma vie. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que les situations du quotidien, et en particulier avec la personne que j'ai choisie, me laissent en paix et voilà, ça va être important. Maintenant, c'est vrai aussi, c'est une réalité aussi que le mariage et a fortiori la vie de parents nous amène à des endroits très limites qu'on a du mal à imaginer tant qu'on n'est pas marié. Voilà. Voilà, les pleurs d'un enfant toutes les nuits pendant des jours et des jours voilà, épuisent et on ne peut pas savoir avant de l'avoir vécu comment on va réagir à ça. C'est impossible. Voilà. Et même chez les militaires qui ont pu être entraînés à ne pas dormir, quand c'est votre enfant qui dort pas, c'est pas la même chose. Voilà. Donc voilà. Et puis toujours l'enfant qui dit non. Enfin bon. Voilà. Mais oui, il y a, enfin c'est comment dire. Parmi, voilà, comment dire? Parmi les causes de nullité et de reconnaissance de nullité des mariages, il y a quand même effectivement la question de la liberté. Donc la liberté vis-à-vis enfin, dans le mariage, est-ce que vraiment je suis libre? Est-ce qu'il y a une contrainte? Et puis du discernement aussi. Hein, donc, est-ce que c'est un consentement libre et éclairé sur moi-même? Et voilà, est-ce qu'il y a une maturité suffisante pour être capable d'engager? Dans la maturité, il y a quelque chose d'avoir pris conscience, d'avoir pris de la distance, non pas simplement intellectuelle, mais profonde, intérieure, corporelle, comportementale, avec les comportements que j'ai choisis, plus ou moins consciemment, voilà, que j'ai adoptés pour faire face à des violences, par exemple. Enfin, je me protège, très souvent on peut se protéger, se blinder. Est-ce que je suis capable aujourd'hui de m'ouvrir et de rentrer dans une intimité? C'est une vraie question. C'est pas toujours le cas. Et j'espère avoir répondu à la question. Vraiment, n'hésitez pas à préciser Oui, oui, oui. ou à me dire là où Je j'ai une réponse vérifie, par rapport donc à ça. en effet, vous pouvez reposer une question si vous voulez préciser. Une autre question de Xavier, on a un petit peu abordé, mais elle est intéressante.
est-ce qu'il est possible de mesurer, de voir les premières réactions ou impacts des blessures d'enfance avant l'âge adulte, ou est-ce que ça ressort uniquement Oui, une fois non, adulte? non, 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 ça ressort. Non, non, on voit bien des enfants, des ados, dont on voit qu'ils sont très blessés dans une forme ça peut être une espèce de timidité maladive à certains endroits, un besoin comment dire, de chercher la sécurité auprès de quelqu'un tout le temps, de se rassurer narcissiquement tout le temps, d'être toujours le premier. Enfin voilà, ça nous parle aussi des choses qui sont blessantes, hein, à commencer par des injonctions. Tu dois être le meilleur. Dans notre famille, de toute façon, ça se passe comme ça. Oui, enfin, ces injonctions, elles sont blessantes. Elles sont fréquentes, hein, c'est pour ça que je dis, je pense qu'on ne mesure pas, j'ai peut-être pas assez donné d'exemples d'ailleurs, je suis désolée. Mais, euh, mais quand on dit à un enfant, de toute façon, dans notre famille, c'est comme ça que les choses se passent, et puis de toute façon, on est magistrat, ou on est je sais pas quoi, on est bouché depuis 25 générations, donc évidemment que tu seras, voilà, et qu'il n'est pas question que ça se passe autrement. Là, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, mais enfin, bon, voilà, c'est vite dit. C'est vite dit que c'est plus comme ça. Euh, Parce que peut-être qu'on va faire différemment, mais l'injonction, elle sera quand même restée là, elle aura quand même pesé pendant toute l'enfance que quand on n'aura pas été bon en maths alors qu'on était attendu pour être ingénieur et ben, ou architecte pour reprendre l'étude machin, bah, c'est pas la même chose quand tout est ouvert, Ouais. un artiste, qu'on soit qu'on fasse de la critique littéraire, euh, ou bien qu'on soit attendu comme étant bon en maths et en physique et qu'à chaque mauvaise note ou chaque note moyenne, on se reprend des ah bah comment tu vas faire, qu'est-ce qu'on va faire de toi. Voilà, donc peut-être qu'effectivement on n'a pas choisi la voie qu'on nous attendait, on peut dire on est plus libre, mais à quel prix quand même, hein, et comment ça s'est passé. Donc oui, bien sûr qu'on a, enfin, on voit très bien, les instituts, les éduques le voient, enfin, c'est quelque chose, ça ne ressort pas que à l'âge adulte. En général, c'est déjà bien inscrit. Simplement, toujours cette même chose, enfin, ces deux mêmes choses. Un, la capacité des adultes autour à voir et à accepter et à accueillir. Pas toujours facile, hein, de voir l'effet de de ce qu'on a infligé à son enfance. Voilà, de dire que les parents ont accepté de grandir et de voir les choses voilà, et de modifier les choses. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que comme je suis encore enfant, je n'ai pas la capacité à nommer et donc je ne fais pas le lien. Et souvent, le lien n'est d'ailleurs pas fait, hein, par personne. Personne ne fait le lien entre des comportements, des injonctions, des blessures et puis le comportement de l'enfant. Et on va dire, ah, il est têtu, ah, il est caractériel, ah, il est toujours malade. Ok, est-ce qu'on a vérifié qu'il y avait fragilité du système immunitaire ou bien est-ce que c'est un système immunitaire qui est fragilisé parce que c'est mieux comme ça pour lui et que Ouais. c'est la meilleure façon d'obtenir de l'attention. C'est un peu classique, c'est un peu bateau, mais ça n'empêche que parfois c'est ça. Au moins quand je suis malade, on s'occupe de moi. Ouais. Voilà. Et que c'est assez important. Allez, prenons soin de nos enfants quand ils font des maladies d'enfance. On renforce leur système immunitaire et une bonne partie est émotionnelle. Ouais. Donc, voilà. Merci beaucoup, Bénédicte. On a une dernière question. Comment peut-on faire prendre conscience le plus délicatement possible à une personne de notre entourage l'importance de prendre soin de ses blessures d'enfance quand elle-même les a exprimées pour aller mieux et qu'elle cesse de réagir avec un état d'enfant blessé? C'est compliqué parce qu'on touche à la liberté. Donc, si on lui a dit, si on a réussi à faire avoir des mots intelligibles, alors peut-être qu'il y a des mots qui peuvent être plus intelligibles que d'autres. Voilà, est-ce qu'on a communiqué sur le bon registre, voilà, au bon moment, avec la délicatesse suffisante. Bon, parfois peut-être qu'on s'est mal pris ou qu'on a pensé qu'on avait dit que c'était clair et pour l'autre ça n'est pas du tout. Euh, mais la liberté de l'autre est inviolable. Donc, si, bah, peut-être que pour lui, à ce moment-là de sa vie, c'est pas encore le bon moment. Ils sont trop fragiles pour accepter de changer. Euh, Même s'il est peut-être d'accord, il dit ah ouais, t'as raison, il n'y a rien à changer parce que c'est trop coûteux. Hmm. Il n'a pas l'air sens. Voilà, donc, bon, le témoignage est quand même souvent intéressant. Voilà, moi, je pense à pas mal de couples dans lesquels il y en a un des deux qui se met en mouvement et puis l'autre ne bouge pas. Et en fait, voilà, c'est pas celui qui s'est mis en mouvement qui convainc l'autre. Mais c'est les copains de l'autre qui poussent et qui font que l'autre conjoint finit par bouger. Voilà. La meilleure des choses, enfin, comment dire, dans les couples, dans les familles, hein, euh, si je veux qu'il y ait du changement, je suis le changement. Ouais. Voilà. Alors, c'est très New Age, mais c'est pas que New Age du tout. C'est une vraie réalité. Moi, je le vois au quotidien dans mes consultations.
Dès qu'il y a un membre d'une famille qui bouge, ça fait bouger tout l'écosystème autour, y compris les frères et sœurs mariés, etc. Vraiment. Un grand-parent, moi je suis émerveillée, j'ai des grands-parents qui viennent me voir. Euh, alors, la première question, c'est vous pensez qu'on peut encore faire quelque chose quand on a 70 ans? Ah oui, c'est sûr. Et ça bouge. Et vraiment, ça fait bouger tout le monde. C'est merveilleux. Ouais, ça fait de très belles choses. Donc, voilà, on a dit à son conjoint, on a dit à sa sœur, on a dit, bah oui, ok, mais en fait, est-ce que moi j'ai bougé et est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire dans mon travail personnel et de libération de moi-même pour être la plus ajustée possible et amener du changement. Voilà, même si ça peut pas être un objectif. C'est une réalité quand même factuelle. Et puis ensuite, bah, est-ce que je peux accepter et accueillir la personne telle qu'elle est, si elle veut pas. Alors, et là, je suis face à mon impuissance. Et ça demande des tonnes et des tonnes de pardon. Voilà. À moi-même de m'impatienter, de vouloir que ça bouge, d'être militaire. Et puis et à l'autre bah, d'être ce qu'il est, avec sa liberté, dont il ne veut pas user pour son plus grand bien, en tout cas ce que moi j'estime être son plus grand bien, ça aussi. Je pense être son bien. C'est vraiment son bien. Merci Bénédicte. Alors, on a deux questions, enfin une question en deux. C'est un puissant. On va se stop à un moment donné. Je Non, mais pense avec que plaisir. voilà, c'est passionnant pour tous. Donc voilà, je merci pour vos questions en plus, elles sont vraiment très intéressantes. Alors, à propos de la communication des parents aux enfants sur leurs blessures, vous avez dit qu'il est important de le faire de façon adaptée à chaque enfant en fonction de leur âge, mais comment gérer des discussions entre enfants? Parfois, les enfants parlent entre eux, mais ne communiquent pas aux adultes leurs questions. Et alors, il y a une suite de la question. Cela m'impacte directement car il y a manifestement une situation de jalousie dont je fais l'objet. La situation n'est donc pas simple. On ne peut pas interdire les enfants de parler entre eux, hein. C'est une vraie difficulté. Euh, maintenant, euh, comment dire, je ne peux pas Ah, tout pardon, maîtriser. Je peux excusez-moi, pas... Bénédicte, juste 2 secondes. En fait, je suis vraiment désolée parce que comme ce sont des personnes, des spectateurs anonymes, c'est deux Mais, questions arrivées exactement en même temps, mais qui sont mais c'est pas différentes. les mêmes questions. Oh, non, Ok. Ok. voilà, Alors, ça c'est je vais juste refaire comme tout à l'heure, je vais relire parce que ok. Ok, comme ça, effectivement, excusez-moi. je suis un peu visuelle et du coup, non, non, non. Ok, parfait. Euh, alors, dans la question des enfants qui posent pas leurs questions aux adultes, il y a souvent aussi quelque chose de j'ai peur de poser ma question à l'adulte, je suis pas sûre qu'il la comprenne, etc. Donc c'est un travail très en amont aussi, et qui continue tout le temps. Comment est-ce que je fais pour que mon enfant ait confiance dans l'échange et dans la discussion, déjà. Et très souvent, il y a des sujets de ce côté-là. Je dis pas que c'est votre cas, hein, vraiment pas, mais je me dis peut-être qu'il peut y avoir aussi quelque chose de est-ce que les enfants se sentent en sécurité quand ils viennent vous poser des questions? Est-ce qu'ils savent qu'il y aura une écoute inconditionnelle? Voilà, qu'ils vont trouver euh, un écho à leurs questions, même si vous n'avez pas la réponse. Voilà. Voilà, déjà ça, et ça c'est le travail au long terme, c'est tout le temps, et ça peut se reprendre tout le temps aussi, enfin, voilà, et puis ça s'évolue aussi avec le temps. Euh, voilà. Et puis les questions entre eux, là aussi, enfin, alors c'est très difficile quand on a des enfants qui ont, j'ai envie de dire, moins de 12 ans, voilà, qui n'ont pas du tout, qui n'ont pas encore accès à l'abstraction, parce que ils ont peu de capacité à imaginer que la question qui se pose peut être compliquée ou heurtante pour pour l'autre. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est important d'avoir des mots qui sont très proches, assez proches, entre on va dire 5 et 10 ans. Avant, c'est compliqué d'avoir des mots, qui s'en souviendront pas vraiment. On va avoir des attitudes. Et puis on peut dire hein, des choses, mais ils ne retiendront pas, donc ils n'en font pas. Mais d'avoir en tout cas, en termes de sémantique, d'avoir un langage qui soit précis, mais qui soit assez proche, parce que sinon, effectivement, ça va être compliqué. C'est pas tout à fait la même situation quand on a des enfants qui ont commencé à accéder à l'extraction, grosso modo, à partir du collège. Parce que là, on peut commencer à dire, voilà, que vous parliez entre vous de la situation, c'est normal et c'est la vie de la fratrie et c'est chouette. Par contre, sois vigilant et fais attention
dans les mots que tu utilises. Hein. Voilà, il y a des mots voilà, c'est ce mot-là, je l'utilise avec toi parce que tu es grand, et je ne veux pas que tu l'utilises avec ton petit frère ou ta petite sœur, parce qu'il ne serait pas en capacité de le comprendre de cette même manière. Donc, voilà, et puis si tu as des questions auxquelles tu ne sais pas répondre, tu n'as pas envie de répondre, bah, rapporte-moi, dis-moi les choses. Pas en rapporteur, mais parce qu'on a besoin, la situation difficile, elle est délicate, et que tu n'as pas forcément toutes les clés. Voilà. Donc, dites-nous, partagez-nous, et puis après, bah, c'est la vie des enfants aussi d'apprendre en dehors des parents, quoi. Donc, et c'est pas une mauvaise chose. Voilà, donc, on fait ce qu'on peut. Euh, mais lequel d'entre nous n'a pas eu des oreilles qui traînaient à un endroit où il fallait pas qu'ils traînent et entendu des choses qu'il fallait pas forcément qu'il entende. Je veux dire, il y a aussi une forme de conscience à avoir en disant, bon, en fait, quand vraiment les choses sont inaudibles, on les entend pas. Oui. Voilà, on les entend pas. Voilà. Et puis alors, du coup, ça revient et c'est très drôle. Ça arrive tout enfin, c'est très drôle. Mais souvent, ça mortifie les parents. Mais ça arrive tout d'un coup, tout à trac dans un dîner de famille ou devant des inconnus. Et là, en fait, maman, l'autre jour, j'ai entendu tel mot, le machin, il a dit ça. Et puis là, on a le truc énorme. Ah, c'est pas le moment. Ouais. Bon, bref. Mais voilà, mais c'est pas grave parce que finalement, ce truc qui était indigeste, bah, voilà, il l'a recraché, quoi. Donc, c'était indigeste, puis on va pouvoir commencer à en faire quelque chose. Donc, soit c'est digeste et puis bah, ça fait partie de la vie et de l'évolution, soit c'est trop indigeste et ça va ressortir d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, quelque chose qui sont entre le digeste et l'indigeste, trop indigeste, il va être recraché, enfin, soit il va être quasiment mais même pas entendu, quoi. Le système se ferme, il n'entend rien. Objectivement, vraiment, c'est pas du refoulé, ça n'entre pas. Voilà. Hein, comme un mot trop compliqué, voilà, je ne comprends pas. Pareil, comme une langue étrangère. Voilà. Et puis si c'est entre voilà, je l'entends, mais c'est trop, je peux convient de truc, et ben, en fait, ça va poser problème à l'enfant, et donc il va y avoir un comportement qui va le manifester. Il va moins bien dormir, il va être mal à l'aise, il va vous fuir, ou au contraire, il va chercher le contact. Enfin, il va y avoir des modifications, donc ça va être une porte d'entrée pour dire, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et on va savoir. Et puis, voilà. Et puis, mais vraiment, ouais, le point de départ, et c'est vraiment sans doute le plus dur à tisser, c'est inspirer aux enfants et à chaque enfant la confiance dans la communication avec ses parents. Et ça, c'est super dur parce qu'en plus, ils sont tous différents. Moi, je vois hein, sur 3 enfants, il y en a, j'ai aucun problème. C'est facile. Je sais que voilà, la communication, parfois, elle sera houleuse, voilà, mais elle sera pas immédiate, elle sera pas toujours simple. Et puis, il y en a d'autres, je vois que ça va être compliqué et que voilà. Puis d'ailleurs, parfois, c'est mon mari qui fait. Oui, parce que lui, c'est pas sur certains sujets, ou avec avec certains types de manières d'aborder, ben, c'est plus facile. Donc voilà, donc il y a aussi ça. On n'est pas un parent tout seul. Toujours la même chose. C'est vraiment important, ça, d'essayer d'accepter, d'accueillir, que d'abord, enfin, dans le meilleur des cas, on est deux parents. Et quand on n'a pas cette chance-là de pouvoir être deux parents, comment est-ce qu'on peut faire intervenir d'autres adultes de proximité, un oncle, une tante, voilà, un oncle, un proche, un parrain, une marraine, un des grands-parents, un grand cousin de confiance. Enfin voilà, parce que voilà, parce qu'on a quand même, on a deux jambes, on a deux bras, on a deux pieds. Enfin, on est quand même très à deux dans notre nature humaine, et donc on a quand même pas mal besoin de cette altérité et ces deux sons de cloche pour arriver à penser par soi-même. Donc, quand c'est pas là, comment est-ce que quand c'est pas disponible pour plein de raisons, comment est-ce qu'on peut le faire pour qu'il y ait quand même de la résonance de son cloche. Très bien, super. Merci beaucoup, Bénédicte. Alors, j'ai vu que Christophe essayait de lever la main. Christophe, vous pouvez. Il est pas écrit. Je vous ouvre le micro ou alors vous posez votre question sur le chat, le question-réponse, comme vous voulez. En tous les cas. Pas écrit. Du coup, j'ai peut-être pas répondu à la question de la jalousie, parce que c'était deux questions. Ah, oui, oui, exact. Alors, répondons à la Du question coup, de la jalousie et Christophe, je vous propose d'écrire votre je vais question. décrire. Voilà. Euh, euh, ouais, la question de la jalousie, elle est délicate parce que souvent, elle, elle n'exprime pas, enfin, n'est pas exprimé le sujet de fond. Et que le sujet de fond, il est souvent la perception plus ou moins erronée, plus ou moins juste, d'une préférence, d'un soin plus particulier pris à l'un et pas à l'autre, enfin, au détriment de l'autre.
de plus d'amour, voilà. Et ça s'exprime pas vraiment. Voilà, donc ça prend voilà, la jalousie s'exprime, elle prend de la place, c'est pas de doute. Mais le fond, qui est en fait, dans l'absolu, que l'autre soit plus aimé que moi, ça me fait pas grand-chose. Sauf que, euh, sauf quand ça se traduit pour moi par je manque de. Et c'est l'autre qui a la part qui me manque. Donc ça veut dire que pour que ça puisse se dénouer, il faut qu'il y ait de la conscience. Alors idéalement de celui qui est jaloux, c'est rarement par là que ça commence. À tout le moins de celui qui subit la jalousie et ou de son entourage, que bidule qui est jaloux a le sentiment d'avoir manqué de ça ou de ça, d'attention, de temps, de tendresse, d'estime, bon, bref, je ne sais trop quoi, un truc en général assez un peu costaud, et que c'est ça qu'il exprime à travers ses phrases, ses attaques, ses dénigrements, en fait, c'est juste un bébé qui est en train de pleurer, en disant j'ai faim, mais qui ne reconnaît pas qu'il a faim, parce que non, c'est un grand, et que donc il veut plus, il me dit mais non, mais moi j'ai pas besoin de biberon. Bah alors toi non, adulte, non, t'as pas besoin de biberon, mais en fait, toi enfant, si. Et que, et qu'il raisonne de façon complètement écorchée et désajustée. Mais ouais, les situations de jalousie, elles sont pas simples parce qu'en fait, elles parlent d'un besoin, d'un manque affectif qui n'est pas comblé et qui souvent n'est pas reconnu. À partir du moment où ça commence à être reconnu, c'est plus simple. Après, ça n'empêche pas de faire des pas de côté. Hein. J'ai accompagné une femme qui avait une cinquantaine d'années et, et qui vit une situation de jalousie vraiment manifeste de la part au sein de sa fratrie. Et voilà, c'est insoluble. Hein. Voilà, il y a de la jalousie, il y a de la jalousie, et puis c'est là. Et ben pour autant, voilà, en prenant du calme et de la distance, en comprenant en fait ce qui est en train de se jouer, et ben aujourd'hui, elle peut interagir avec celle qui est jalouse d'elle sans que ça soit, voilà, c'est sûr qu'elles seront pas proches, mais au moins c'est paisible et on peut faire des discussions de famille et des réunions de famille sans que ce soit couteau tiré. Donc une fois de plus, c'est souvent comme ça, c'est-à-dire qu'il y en a un qui avance, qui grandit, et ça permet que, parce qu'il a grandi, quelque chose bouge, alors soit de façon systémique idéalement, mais en tout cas que ça devienne aménageable. Très bien. Eh bien, J'espère ça avoir y est, répondu à la question. on a fait le tour des messages Des et des questions. questions. Bon, j'imagine qu'on a Bon, perdu un peu de temps en cours de route, du un l'heure, petit peu, mais ça démontre que, voilà, que le sujet était passionnant et tenait au cœur de nos participants. Un grand, grand, grand merci, Bénédicte. grand plaisir. C'était vraiment absolument passionnant. Cette conférence sera disponible en replay sur le site du RASO d'ici voilà, demain ou après-demain. On va essayer de faire ça vite. Merci beaucoup pour Merci. votre participation. Vous pouvez aussi voir les conférences précédentes. Elles sont déjà disponibles sur le site. Et puis donc la semaine prochaine, le 17 octobre très exactement, ce sera sur le pardon avec Don Augustin Azaïs. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci. Merci pour vos questions. Et puis, bonne poursuite. Et puis, scout toujours, soyons prêts. Voilà, Super. vraiment. Merci Prêts à beaucoup, nous accueillir. Bénédicte. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir, Delphine.